11h52. On sera toujours là pour vous servir contre vents et marées. À partir de 10h, vous avez rendez-vous avec la télévision. À partir de 10h, vous avez une autre manière de faire cette télévision. Parce que nous sommes mardi, on parlera justement de l'entrepreneuriat avec une problématique ô combien importante, ô combien essentielle. Nous parlerons donc de cet entrepreneuriat avec l'État et on parlera beaucoup plus de ce partenariat public-privé. Est-ce une opportunité ou tout simplement une menace? Quel est le regard que vous jetez sur le partenariat public-privé? Est-ce une menace ou alors tout simplement une solution? On parlera tout à l'heure avec profondeur, sans doute également avec beaucoup de pertinence. Mais pour être connecté, il faudra être au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous serez alors à pic sur Info TV, cette chaîne qui monte et qui monte encore. Ibrahim Maxime Julien, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tous les copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est encore un grand plaisir de vous rejoindre ce mardi entrepreneuriat. De toutes les façons, vous nous accompagnez depuis un peu plus de 2 ans. Nous avons la ferme conviction que de ce côté, nous ne saurons avoir des grandes nations sans la donne entrepreneuriale. Naturellement, et pour ça, nous avons besoin d'être accompagnés par des professionnels. Tout à fait. Des meilleurs. J'ai vu récemment que Perfecto, vraiment les meilleurs, les oiseaux volent par catégorie. C'est clair. Tu ramasses les trophées à gauche, c'est Viviane Andrea, je l'ai vu ramasser les trophées à droite. J'ai vu aussi un prix décerné au PDG de Denevin et je voulais les traduire mes félicitations ce matin. En tout cas, nous savons que quand quelqu'un est grand, derrière lui, il y a des grandes personnes aussi. De toutes les façons, seul le travail qui paye, et surtout si vous mettez encore le Seigneur au centre de votre vie, vous deviendrez un roc. Et quand nous avons dit cela, on va accueillir l'unique dame sur ce plateau. Il s'agit de Madame Kedi Estelle Marthe. Bonjour Madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour chers téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est la première fois que nous allons vous recevoir dans le cadre de ce programme. Je souligne que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes d'ailleurs président-directeur général de Suntable Solutions. Il s'agit de quoi? Alors c'est une entreprise, une structure d'accompagnement des particuliers, des privés, même des institutionnels à réaliser des projets durables. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de projets qui sont faits, mais ils ne sont pas forcément faits dans une dynamique de durabilité. Et lorsqu'on intègre par exemple tout ce qui vient de l'agenda 2030, dont ne laisser personne de côté, il y a de nouvelles manières d'étudier un projet, d'intégrer les normes de durabilité dans le projet pour que ce projet soit pérenne. Donc ma spécialité est de pouvoir accompagner de bout en bout toutes ces personnes qui voudraient faire des projets de manière durable. De manière durable, oui. De manière professionnelle, oui. En respectant la norme. Les normes, oui. Pas des projets villageois. Des projets qui servent non seulement à la population, mais également à l'entrepreneur. Parce que lorsque tu fais faillite, c'est toi qui perds aussi. Donc des projets qui peuvent aller jusqu'au bout et pas des projets qui vont juste créer le buzz. Nous cherchons à faire des projets qui vont rester debout, des écoles qui peuvent rester debout. Vous êtes sur la durabilité. Je suis sur la durabilité. Vous n'êtes pas dans le sensationnel. Non. Et si vous vous réveillez un matin et qu'un enfant vous pose la question, c'est vrai que ça peut faire l'objet d'une soutenance de thèse. Et quel est le regard que vous jetez sur l'entrepreneuriat au Cameroun? Que diriez-vous? Alors, à un enfant, je lui dirais que l'entrepreneuriat, pas seulement au Cameroun, c'est quelque chose de très complexe. C'est quelque chose de très compliqué et qu'il faut savoir s'outiller pour pouvoir être entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Tout le monde se dit, je me lance dans l'entrepreneuriat pour me faire de l'argent. Ouais. Je me lance dans l'entrepreneuriat pour peut-être épater mes amis ou alors pour être PDG. Pour pouvoir mettre sur LinkedIn... On t'appelle aussi PDG. Hein. Voilà. Ou pour pouvoir mettre sur LinkedIn CEO. Vous savez, tout le monde est devenu CEO sur LinkedIn. Donc, tout le monde se dit, c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est faire ce que les autres font qui marche. Mais ce n'est pas toujours ça. Le projet qui marche pour l'autre n'est pas forcément le projet dans lequel tu dois te lancer. Le projet qui marche pour l'autre n'est pas forcément le talent que toi tu as, ou alors n'est pas le projet que toi tu vas pouvoir mener jusqu'au bout.
Donc il faut prendre tout ça en compte. Il faut prendre en compte l'idée. Il faut prendre en compte la personne qui porte le projet. Il faut lui dire que l'entrepreneuriat, ce sont des risques dans tous les pays. Je me souviens, pendant mon master en Outre-mer, on a rencontré la famille Hermès, ceux qui font les vêtements. La grande marque Hermès. Voilà. À un moment donné, j'en ai acheté. Hein. Voilà. C'est pas trop évident d'avoir des costumes Hermès. Je n'ai pas acheté parce que j'ai vu une chaussure qui coûtait très cher. J'ai dit, si cette chaussure ne chante pas mon nom, je n'achète pas. La première fois que j'aborde un costume Hermès, c'est un de mes patrons qui me l'achète. Il fait venir une dame comme vous. Et il dit à la dame, vous allez amener mon petit là, il va choisir 2 costumes. D'accord, il me demande encore de me retirer et je me retire. La dame finit de causer avec le patron dans son bureau et la dame sort, elle me dit, petit, allons-y. J'étais encore trop jeune. Nous montons dans la voiture, la dame, on arrive, la dame avait ses bureaux au niveau de, comment on appelle ça, rue Sépère. Rue Sépère, on entre... Un grand espace, il y avait des vêtements, des costumes, des chemises, des cravates, des chaussures, des sacs à main pour dames. Et justement, elle me demande de choisir 2 costumes. J'en choisis. Avec 2 chemises et 2 cravates. Bon, la curiosité aidant, je pose donc la question à la dame, ça coûte combien? Elle me dit, ce n'est pas ton affaire. Vaut mieux pas savoir. Attendez, c'est là que j'en venais. J'ai dit, non, bon, c'est juste pour ma culture générale. Elle dit, c'est pas important pour toi. J'insiste. La dame me dit, si je te donne le prix, ça risque de te frustrer. Et la dame ne m'a pas donné le prix. Je suis sorti et je suis rentré. Un jour, je reçois donc un ancien député, monsieur, comment on l'appelait, de Yaoundé 7. Monsieur Simon Pierre Ongola. Je le reçois comme invité du 20h. Et comme j'avais dans la sacoche qui porte la veste, moi j'étais habillé, il voit dans la sacoche, il dit Hermès. Il dit, oh, tu mets du Hermès. Ben, je dis oui. Il dit, formidable. Ça attire donc mon attention. Quand je ressors après le 20h, je cherche à connaître, c'est même quoi Hermès. Je me rends compte que c'est une marque de luxe. Oui. Maintenant, je cherche à savoir le prix du costume là. Je ne vais pas aussi donner le prix à l'antenne. Ce n'est pas beau. Donc, excusez-moi d'avoir raconté cette histoire avec la marque Hermès. C'est pas grave. Effectivement, c'est très cher. C'est très cher. Mais ils nous ont raconté quand même leur déboire. En tant qu'entrepreneur, parce que c'est une entreprise familiale et patrimoniale à la base. Et c'était l'objet de mon master, la gouvernance d'entreprise familiale et patrimoniale. Et on voulait comprendre un peu comment ils ont fait pour arriver à ce niveau, en fait. Au niveau de la durabilité. C'est ça. Pour que ça dure. Ils nous ont expliqué qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de travers pendant des années avant d'arriver au niveau où ils sont connus aujourd'hui en tant que Hermès. Il y a eu du népotisme. Quand c'est une entreprise familiale, tu vas recruter des gens de ta propre famille qui n'ont pas forcément les dons ou alors le talent qu'il faut ou alors la compétence qu'il faut dans le domaine qu'il faut. Alors ils ont expliqué que même si tu recrutes des gens de ta famille, soit tu les formes, soit tu les mets où ils sont doués. Mais si tu veux véritablement arriver au bout, il est important de prendre en compte les compétences pour mettre les gens au poste, par exemple. C'est une bonne leçon. Merci à Madame Kidi Estelle Marthe. Elle est chef d'entreprise PDG de Santé de Bell Solutions. Lui s'appelle Moulion. C'est un vieux de la vieille sur ce plateau, expert en fiscalité. Mr. Moulion, bonjour. Bonjour, parfait. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment tu vas? Très bien, ça va. Je suis en forme. C'est normal, hein? Lorsqu'on est dans la finance, la fiscalité, ça doit aller. On peut le dire. On peut le dire. Entre parenthèses, ben, il faut vivre les réalités en interne pour savoir si ça va réellement. J'avais également reçu à l'époque un ancien ministre des Travaux publics, hein, ancien maire, j'oublie volontairement son nom. Il lui-même était ancien douanier. Je lui pose la question sur le plateau, est-ce que lorsqu'on est douanier, ça paye? Il me dit oui, ça paye. Il me dit, tu sais, parfait, si tu as des enfants, je te suggère de faire en sorte qu'au moins un soit douanier.
Merci d'être là ce matin. Lui nous accompagne également comme invité permanent tous les jours. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. C'est un plaisir d'être là pour ce mardi entrepreneuriat. Et je serai le porte-voix de la maison Info TV ce matin pour nous associer au bonheur d'un de nos partenaires. Il s'appelle Mbombo Ouri Wayag, qui a eu le bonheur avec son épouse d'avoir un 4e enfant. La mère et l'enfant se portent super bien. Et justement, le nouveau-né est né du côté de la polyclinique du Palais. Beaucoup de bonheur et beaucoup de grâce à l'enfant qui est né du côté de ce couple-là. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Viviane Andrea, bonjour. Bonjour, parfait à ici et bonjour à tous vos panélistes. Et c'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Que disent les journaux? Effectivement, la revue de la presse de ce mardi 21 juillet 2026 nous déporte du côté de Douala avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui nous parle de collision des navires. Les recommandations de Ngale Bibehe ont été reformulées le 20 juillet par le ministre des Transports lors de sa visite de travail au port autonome de Douala, capitale économique du Cameroun. Objectif: garantir la sécurité maritime, la protection de l'environnement et la célérité des opérations de dégagement. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Et le Pélican qui nous garde dans la même information, collision entre le MV-C au nord et le MV Black Rhino. Les mesures fortes du gouvernement, une semaine après l'abordage des navires MV-C au nord et MV Black Rhino sur le chenal d'accès du port de Douala Bonabéry. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe, s'est rendu au lieu afin justement d'apprécier l'ampleur des dégâts, d'évaluer la gestion de la crise et de recueillir les éléments techniques indispensables à la conduite de l'enquête ouverte par les autorités compétentes. Au terme de cette mission, 8 recommandations ont été reformulées en vue du renforcement durable de la sécurité de la navigation maritime. La suite, c'est avec la riposte qui parle une fois de plus du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe. Collision maritime à Douala, il impose sa rigueur face à l'imprévu. Le leadership se mesure à la rapidité et à l'efficacité de la réponse suite à la collision maritime survenue dans la nuit du 11 au 12 juillet 2026 entre les navires MV-C au nord et MV Black Rhino. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe, a une nouvelle fois fait montre de sa méthode caractérisée par la rigueur, le pragmatisme et le sens élevé de l'État. Sa visite de travail effectuée ce lundi au port autonome de Douala, le PAD, marque donc un tournant décisif dans la gestion de cet incident et confirme la résilience de notre secteur maritime sous son impulsion. Cameroun, tribune de Marie-Claire Nana, titre sur le fleuve Nyon, opération sauvetage. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, représentant du Premier ministre, a ouvert hier à Yaoundé les travaux de la conférence internationale sur le fleuve Nyon, dédiée à la survie et à la valorisation du potentiel de ce cours d'eau qui traverse 4 régions du pays. L'information est à retrouver en page 13 de ce journal. Et puis au bas de une,
Yaoundé. Il agresse son ami à la machette. Frédéric, âgé de 51 ans, a voulu en découdre avec Fabrice qui l'accuse de lui avoir manqué de respect au cours d'une dispute. C'était le 14 juillet dernier. L'information est à retrouver en pages 16 et 17 de ce journal. On poursuit avec mutation de Georges-Alain Boyoumo qui nous plonge dans le recensement de la population. Toujours poussif, c'est la grande une que nous propose ce journal. À 10 jours de la fin du dénombrement, le bilan reste peu réluisant. Le MINAT enjoint aux autorités administratives de prendre des mesures d'urgence pour corriger les performances jugées et critiques. L'information est à retrouver en page 7 de ce journal. Et puis au bas de une, affaire Rebecca et Nonchon, la mise au point de la SRC vous est proposée en page 2 de ce journal. La nouvelle expression nous parle de vacances du pouvoir. Le professeur Abba Oyono interpelle le Conseil constitutionnel. Et puis au bas de une, voilà, en petite une, on parle de Maître Akéré sur un autre scandale du côté de la SNH. L'information est à retrouver en page 11 de ce journal. On poursuit avec l'œil du Sahel de Gibaï Gatama qui nous parle de la falaise du Mbé. 6 morts dans un accident de circulation. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Et puis, en petite une, Yam Gazawa, 4 bergers enlevés par Boko Haram. Retrouvez cette information en page 9 de ce journal. L'étudiant quotidien nous parle d'un fait divers, morte dans sa fugue du côté des DIA, partie du domicile familial à la suite d'une dispute avec ses parents. Marie-Paul Massoki, 16 ans, élève en classe de seconde A au lycée classique des DIA, a été retrouvée morte au lendemain au village Koukoué, dans la commune des DIA. Premier, son corps présentait des traces de violence selon les premiers constats, conduisant les enquêteurs à privilégier, n'est-ce pas, la piste d'un acte criminel. L'information est donc à retrouver en page 3 de ce journal. Et puis en petite une, le grand sacre. La 7e édition de la Coupe du monde de la presse culturelle s'est achevée le 19 juillet 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé avec une belle moisson pour les journalistes camerounais. Les professionnels des médias ont confirmé leur dynamisme dans la valorisation de la culture africaine. C'est à retrouver en page 5 de ce journal. Le point Bi-Hebdo analyse ce matin la spoliation. En page 11, vous pouvez retrouver plus de détails. Parlons des sociétés et entreprises publiques. 1926 milliards de francs CFA de financement, 55,85 milliards de francs CFA de rentabilité. Les détails, c'est dans ce journal, le point Bi-Hebdo. Avec la République, nous parlons d'innovation salubre du maire Yoki Onana, le maire de Yaoundé 6. On parle de précollecte des ordures dans la communauté de Yaoundé 6, alors que les métropoles camerounaises étouffent sous une insalubrité chronique face aux limites des opérateurs traditionnels. La commune d'arrondissement de Yaoundé 6 a choisi la voie de la rupture. Aux premières heures de la matinée du vendredi 17 juillet 2026, loin des ordures feutrées des cabines mystérielles, le maire Jacques Yoki Onana a enfilé les bottes pour descendre lui-même dans l'arène de la salubrité en guidant ainsi ses équipes et en ramassant les rebouts de ses propres mains le long des artères saturées. L'idée a lancé une grande caravane de proximité. Cette offensive Salut propose donc les jalons d'un mécanisme de gestion autonome et interpelle directement les pouvoirs publics sur le rôle crucial et l'indispensable accompagnement des collectivités territoriales décentralisées. L'information est à retrouver en pages 2 et 3 de ce journal. Et c'est justement par ce journal que nous refermons cette revue de la presse acte 2 de cette journée du mardi 21 juillet 2026. Merci à Parfait ici. On vous dit merci. On se dit à demain 10h. À demain 10h, Parfait ici. 10h, 11h52. Vous êtes sur Info TV.
nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin parfait, nous allons dénoncer ce trend que beaucoup, moi avec, qualifient de trend à l'endettement compulsif, quasi machinal, frénétique du Cameroun. Justement, dans son document de programmation économique et budgétaire, le Cameroun prévoit, entre 2027 et 2029, un plafonnement de son endettement à 5 000 milliards. Et c'est ce que je dénonce ce matin. Vous pouvez reprendre? Je dis que pour dénonciation ce matin, nous allons fustiger la tendance à l'endettement machinal, frénétique, peut-être même quasi pathologique, compulsif du Cameroun, qui prévoit un plafonnement de son endettement d'ici à l'horizon 2027, dans son document de programmation économique et budgétaire, à 5 000 milliards. Je dénonce cette tendance à l'endettement. Merci Alain Douk. Je pense que je vais d'abord passer la parole à M. Mouléon. M. Mouléon, votre commentaire. Le commentaire, c'est vrai qu'il y a un seuil, d'endettement qui est reconnu officiellement au niveau de la finance, au niveau international. Et maintenant, est-ce que le Cameroun a traversé le seuil? C'est déjà la première question qu'on doit se poser. Il y a quand même un seuil normal qu'on doit traverser. Maintenant, est-ce que cet endettement-là a réellement servi à ce à quoi on s'endette? Et maintenant, est-ce que le mécanisme de remboursement de cet endettement-là est bien établi et les ressources pour rembourser sont bien ciblées? Ce sont autant de questions que nous devons nous poser parce qu'en principe, l'endettement pour un pays, c'est normal, tous les pays s'endettent, même les plus grandes économies du monde comme les États-Unis sont lourdement endettés. Donc le problème n'est pas seulement au niveau de l'endettement, mais c'est le mécanisme de remboursement. Et si l'endettement, les dettes ont servi, si ce sont les emprunts extérieurs par exemple, parce que quand on parle d'endettement, il peut y avoir également, on parle de la dette interne et la dette extérieure. Est-ce que ce qui est de l'endettement extérieur, on a suivi, en début d'année, on disait que le chef d'État avait donné une autorisation pour au ministre des Finances de faire recours à un endettement extérieur. Est-ce que le retour de cet endettement-là, est-ce qu'il y a un changement? Et c'est dans les produits structurants. Si on s'endette pour les produits structurants, est-ce que ces produits sont réalisés? Est-ce que cet endettement contribue au bien-être des populations? Autant de questions qu'on doit se poser. Et maintenant, si après analyse, on estime qu'il y a un retour favorable, bon, l'essentiel c'est que le mécanisme de remboursement ne puisse pas à la longue étouffer le peuple, parce que parfois c'est avec l'argent des contribuables qu'on rembourse les populations, et on voit que l'argent des contribuables n'est pas toujours recouvré à juste titre ou bien d'une manière équitable. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée, pour dire que mon problème c'est de questionner si cet argent-là est utilisé à bon escient. Merci. Je pense que hier, on en parlait déjà sur ce même plateau. Nous revenons donc sur ce sujet ce matin. Que dit Estelle Marthe? Le Cameroun s'endette de plus en plus. Maintenant, M. Moulion a une interrogation, peut-être même une inquiétude. Est-ce que ce pourquoi nous nous sommes endettés a été réalisé? Est-ce qu'il y a une visibilité, une lisibilité au niveau justement de cet endettement? Ou alors nous nous endettons pour nous endetter? Merci de me passer la parole. Déjà pour commencer, est-ce que ce pourquoi nous nous sommes endettés a été réalisé? Normalement, nous avons des rapports des États qui montrent quelle est la réalisation des projets qui sont faites au niveau de notre pays. Maintenant, est-ce que ça a été réalisé dans le temps qui a été imparti? Ça, c'est une autre question. Ensuite, par rapport à l'endettement, je reviendrai sur ce qu'il a dit. L'endettement n'est pas une mauvaise chose. Tous les pays s'endettent.
Le problème, c'est est-ce qu'on s'endette pour investir ou est-ce qu'on s'endette pour le fonctionnement? Pour ma part, il n'est pas intéressant de s'endetter pour le fonctionnement. Il n'est pas intéressant de s'endetter pour des charges, par exemple... acheter les véhicules. Par exemple. Organiser des séminaires. Construire des villas. Après, ça dépend des objectifs à atteindre, encore une fois. C'est-à-dire que même dans le privé, il y a des dépenses qu'on fait, mais parce qu'on sait qu'au bout de cette dépense, on va atteindre un objectif. Tout à fait. On sait qu'au bout de cette dépense, on va faire entrer plus qu'on a fait sortir. Le problème, c'est est-ce on encaisse plus qu'on dépense? On peut s'endetter lourdement et gagner 2 fois plus tard. On peut le faire. Mais est-ce qu'on va dans cette dynamique-là? C'est ça la question. Alors, quel est votre ressenti, votre avis, votre opinion, lorsque vous observez quand même le cas du Cameroun? Nous nous endettons effectivement pour des réalisations ou alors nous nous endettons pour des besoins pratiquement individuels. Pour avoir travaillé beaucoup avec les collectivités territoriales décentralisées qui sont en charge du développement local, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de projets qui sont importants et pour lesquels les mairies vont devoir s'endetter. Il y a beaucoup de projets qui sont importants, mais en fait, est-ce que la population consulte les documents de leur mairie? On n'a pas besoin de consulter les documents. Nous voulons voir ce qui a été fait. Oui. Vrai ou faux? Mais comment vous faites pour voir? S'il y a une route qui a été construite, est-ce que j'ai besoin de les consulter un document? Oui, mais si une commune, je vais prendre l'exemple d'une commune, la commune a dans son PCD identifié des besoins et qu'elle a fait un budget de peut-être 200 millions, on va dire 200 millions, et qu'après avoir collecté les taxes et tout ce qui est fiscalité locale, elle se retrouve avec 100 millions. Il va falloir prioriser les dépenses. C'est au niveau de la priorisation des dépenses, en fait, qu'il y a souvent un problème. C'est-à-dire qu'on a annoncé à la population qu'on va faire la route. Mais au milieu de l'année, les fonds qu'on a à la disposition, parce que le budget ne signifie pas qu'on a ces fonds dans le compte. Le budget signifie que voici les priorités de l'État pour un temps précis. Cette année, nous avons choisi de faire la route, nous avons choisi de faire des Nous sommes dans l'endettement. Hein? Oui, nous sommes dans l'endettement. Je prends donc ton exemple, la mairie. Oui. Si on a constaté qu'il n'y avait pas une route au niveau de notre localité, et nous allons nous endetter à hauteur de 200 millions. Ça suppose qu'on a fait des études nécessaires, qu'avec les 200 millions en question, nous allons bâtir la route, on est d'accord. Maintenant, si après avoir contracté cette dette de 200 millions, la route n'a pas été faite, et nous n'avons pas la destination des 200 millions empruntés, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Donc, je vais encore réexpliquer un peu comment ça se passe souvent. C'est un peu comme vous avez besoin de réexpliquer quelque chose dans ce que je dis là? C'est un peu comme une femme qui est à la maison et on lui donne de l'argent et il y a le gaz qui finit et ce n'était pas prévu. Elle peut se retrouver en train d'acheter le gaz. Donc, c'est ça que je c'est ce qu'on appelle une faute de gestion, madame. Oui, c'est une faute de gestion. Voilà. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Mais je vous dis ce qui peut se passer souvent dans la priorisation des dépenses. C'est-à-dire qu'on peut prioriser une autre dépense pour une autre. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer là, madame. C'est très dangereux. Ça va, les maires pourront donc se justifier à tout moment. Je ne suis pas en train de les justifier. Vous m'avez demandé quel est mon ressenti, ce qui se passe. Donc, je vous dis ce que moi, j'ai par exemple observé dans certaines localités, qui est en train d'être corrigé, certes, mais c'est ce que j'ai souvent observé, parce que j'ai souvent... C'est une bonne manière de fonctionner? Non, c'est pas une bonne manière de fonctionner. Mais c'est ce que j'ai souvent lu, c'est-à-dire que c'est pas forcément que quelqu'un a pris l'argent ou n'a pas fait, mais parfois c'est une mauvaise gestion, parfois. D'autres fois également, on peut avoir les fonds à disposition, mais les délais de réalisation, par exemple dans le cas de la commande publique, sont plus longs. Si vous avez choisi un mauvais prestataire qui n'a pas des fonds nécessaires pour pouvoir avancer, si les fonds ne sont pas libérés, vous avez choisi un mauvais prestataire, le mauvais prestataire va faire peut-être 30% de votre projet et ne pas pouvoir vous livrer à temps, par exemple. Et la faute à qui?
La faute au prestataire et à vous. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que dans vos échanges, le contrat n'était pas bon. Peut-être que vous n'avez pas bien analysé sa surface financière. Peut-être que vous n'avez pas bien vérifié qu'il était capable d'arriver jusqu'au bout de... Comment on fait pour corriger ce préjudice auprès des populations? Alors, auprès des populations, de celles qui s'y intéressent, on ne peut pas corriger. C'est là, le fait est là. Le fait est là. C'est très grave. Et c'est pour ça qu'on se retrouve... C'était l'argent du contribuable, hein? C'est pour ça qu'on se retrouve en train de s'endetter encore plus. D'accord. Parce qu'on essaye de corriger, en fait. Donc, on s'est retrouvé dans une situation, et vu qu'on s'est retrouvé, on n'a pas pu réaliser ce qu'on avait dit, on a réalisé à 30%, on se retrouve en train de s'endetter encore plus parce qu'on attend que d'autres fonds rentrent. Parce qu'il faut savoir que parfois, on s'endette parce qu'on sait qu'il y aura des fonds qui vont rentrer. Et si ces fonds ne rentrent pas, on se retrouve forcément dans des situations difficiles. Et quand on ne peut pas corriger, le peuple lui-même corrige en ne vous votant plus. C'est le risque à prendre. Oui, le peuple lui-même Mon problème est d'abord que l'argent a été C'est perdu. le risque à prendre. Comment on fait pour récupérer l'argent qui a été perdu? C'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire, entre l'entente du maire et le prestataire, on fait comment? Nous voulons la route. L'argent a été débloqué. Le maire qui choisit son prestataire, parfois même le prestataire, c'est même souvent même le maire, dans certains cas. Voilà. Ce sont les réalités du Cameroun que Marthe ne connaît peut-être pas. Et le prestataire, même lui-même le maire. Parfois, le prestataire. Ou bien c'est son épouse. Je peux vous dire qu'on connaît toutes ces situations. On sait exactement quels sont les dessous des problèmes. Mais nous, on a été formés à trouver des solutions. On a été formés à chercher une solution malgré le terrain hostile. Et c'est ce que nous, on essaye de faire. On sait très bien qu'il y a des prestataires qui ont des contrats, mais il y a des communes où il y a des bons prestataires. Moi, j'ai travaillé avec la commune de Tchang, par exemple, qui a travaillé avec des prestataires qui lui ont permis de faire une unité de transformation et de valorisation des déchets. Aujourd'hui, la commune de Tchang est une commune qui travaille beaucoup plus dans l'assainissement aujourd'hui, qui a amélioré son assainissement. Les déchets sont transformés en compost. Au niveau de l'agriculture, il y a de meilleurs produits sains parce qu'il y a du compost qui est produit de manière naturelle. Donc il n'y a pas que du mauvais. Ça fait que dans cet écosystème qui est difficile, qui est hostile et qui l'est dans beaucoup de pays, nous en fait on essaye de trouver ceux qui peuvent faire les choses de manière conforme et les amener à le faire pour que les autres les suivent. Après que le maire de Tchang l'ait fait, il y a le maire de Mbouda qui veut le suivre également, il y a d'autres maires qui veulent également copier. Donc on essaie en fait d'élever ceux qui essayent de faire bien pour pouvoir amener les autres à se dire qu'on n'est pas obligé. Ceux qui font mal, est-ce qu'ils ignorent qu'ils font mal? Ceux qui font mal, ils n'ignorent pas qu'ils font mal. Mais... Parce que quand vous dites que vous vous battez, est-ce que les autres là voient comment ça se passe? Moi, je ne comprends pas. Et quand un maire pose des mauvais actes, le maire ignore qu'il pose des mauvais actes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas faire autrement? Il faut leur montrer comment faire autrement pour qu'ils essayent de faire mieux. Il y a des gens qu'on rencontre, il y a des maires qu'on rencontre, il y a des personnes qu'on rencontre, même dans le privé, qui ne savent pas comment faire mieux. C'est-à-dire qu'ils ont été moulés dans un système, ils ont grandi dans un système, on leur a dit au Cameroun, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, ils commencent à fréquenter d'autres personnes qui arrivent à s'en sortir en faisant mieux et ils quittent leur système. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font parce qu'on leur a dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que nous, en tout cas moi, moi j'essaye de faire, c'est de pouvoir montrer qu'il y a une autre manière de fonctionner, même si c'est lent. Je prends un exemple. Oui. Si je viens vous voir là, vous êtes PDG. Oui. Moi, je dois réaliser, c'est pas moi, un projet dans le cadre de votre compétence. C'est une affaire de 200 millions. Apparemment, vous aimez le chiffre de 200 millions. Je prends donc les 200 millions. Oui. Et je vous dis, voilà, madame le PDG, c'est vrai que nous avons voté un budget de 200 millions, mais en réalité, ça peut aller à 75 millions. Donc, dans les 125 millions qui restent, nous faisons moitié-moitié. D'accord? Alors, comme ça se passe comme ça au Cameroun, vous allez accepter? Alors, non, je ne vais pas accepter. Ça veut donc dire que les maires qui font ça en disant que c'est comme ça se passe au Cameroun, ils travaillent mal. Ce n'était pas la question qu'on avait posée. S'ils travaillaient mal ou pas. On est d'accord que le mal est mal et le bien est bien. Vous avez sorti le mot. Je veux vous amener à comprendre que les maires savent ce qui est bien et savent ce qui est mauvais.
Mais tout le monde le sait. On sait ce Voilà. qui est bien et ce qui est mal. Mais Merci, moi, madame. Ibrahim Maxime Julien, le problème originel est le surendettement du Cameroun. Et Alain Douk nous fait comprendre qu'ils ont sorti soit un communiqué, soit je sais pas moi quoi, pour dire qu'ils vont aller à pratiquement 5 000 milliards sur 2027. 2027-2029. Voilà. 2029. Un peu plus de 5 000 milliards. Au moment où nous parlons, je pense que nous sommes déjà pratiquement à plus de 4 000. Environ 4 000. Là, j'ai pas le chiffre du plafonnement de l'endettement actuel. En tout cas, pour l'endettement total, global, on est à 14 000 milliards, 15 000 oui, milliards avec par la là. dette extérieure. Voilà, avec 44,3% par rapport au PIB. Moi, j'étais au niveau de la dette intérieure. Intérieure, non. Là, c'est même pas la dette intérieure. Hein. La dette en question, c'est le cumul, tant les endettements extérieurs qu'intérieurs. La question reste donc fondamentale. Nous sommes endettés. Est-ce que nous pouvons faire un bilan, Ibrahim Maxime Julien? Et nous sommes endettés à hauteur de temps. Maintenant, qu'est-ce que nous avons réalisé? Est-ce que nous pouvons faire un bilan? Parfait. Est-ce que nous pouvons... vous êtes obligé de faire un bilan. Vous prenez l'argent déjà, vous ne faites pas de bilan comment? Moi-même, les enfants de Rwanda... Est-ce qu'on peut... Vous devez faire un bilan. D'abord, moi particulièrement, je suis assez particulier. Hein. Moi, j'aime pas les dettes. Moi, j'aime pas les dettes. Les dettes sont des instruments de contrôle. C'est des instruments géopolitiques pour se rassurer qu'on tient toujours le petit là-bas en bas. Moi, à un moment, j'apprécie la dénonciation parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête de prendre pour option exclusive l'endettement. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à s'endetter parce qu'on est pays pauvre et très endetté. Et depuis là, on continue qu'à s'endetter. Moi, je sais pas, si vous avez un mari, une femme parfaite ici, elle s'endette aujourd'hui, demain elle s'endette, l'année prochaine elle s'endette. Non, c'est l'asphyxie. Le mois prochain elle s'endette, mais est-ce que toi-même tu aimerais avoir quelqu'un qui s'endette autant? Pas du tout. Donc, la dénonciation vise à faire en sorte que ceux qui nous écoutent commence à réfléchir à d'autres options pour pouvoir produire localement, produire l'économie qu'il faut, ou les ressources financières qu'il faut, sans toujours penser que bon, si on a besoin de quelque chose, on peut seulement s'endetter. Parce que les États qui nous permettent d'avoir ces financements-là, eux par contre, ils sont très heureux de nous prêter de l'argent. Question de vous Parce tenir. que ça permet en sorte qu'on puisse tenir des acteurs qui sont un peu au bas de l'échelle. J'avais apprécié un des discours du récent directeur de la BAD. Et lorsqu'il prend les rênes, il dit que son ambition, c'est de faire la BAD le chef de file des bailleurs de fonds des projets africains. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que, aussi longtemps, parfait ici, que ce soit le financement, que ce soit les indépendants, on parle d'endettement. Mais quand on parle aussi des financements, moi, européens, moi, je ne suis pas trop engagé ou zélé, hein. Lorsque on vous dit, par exemple, que non, il y a le projet Natigal, pour le lancer, c'est 400 milliards. Et puis que tu apprennes que, bah écoute, l'Union européenne a investi 300 milliards de dollars pour que le projet Natigal puisse démarrer. Et qu'on dise des bêtises comme ça, les 300 milliards représentant peut-être 70% du capital qu'il fallait pour que Natigal se démarre. Ok, on a réussi à mettre l'argent sur la table, on a lancé Natigal, mais ce qu'on ne réalise pas souvent quand on est pressé de dire qu'on a obtenu le financement de 300 milliards, c'est que non, on va produire l'électricité, on va le distribuer dans les ménages, tu vas consommer ce cadelle et puis tu vas payer ta facture. Mais quand tu finis de payer ta facture là, elle repart dans le trésor public. Dans le trésor public, 70% de tout ce qui repart dans les banques européennes. Parce qu'on ne se trompe pas, l'Union européenne, c'est le regroupement des États européens, plus la Banque européenne d'investissement. Ils sont là pour investir. Ils sont pas là parce que tu as des beaux yeux ou que tu parles bien. C'est pas de la philanthropie. C'est pas de la philanthropie. Et donc, dès cet instant-là, après, vous vous retrouvez avec un État qui n'a que 30% de son budget pour essayer de gérer toutes les attentes qu'il y a tout autour de lui. Et il ne comprend toujours pas qu'il faut mettre des mécanismes pour transformer nos produits locaux. C'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'on a les minéraux, c'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'on a le bois, c'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'on a à manger, c'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'on a les terres rares, mais on est toujours dans une dynamique où on n'est pas industriel et on court toujours vers l'endettement. On a quand même un actif parfait ici. On a au moins plus de 30 millions. J'attends les résultats du recensement général. Combien sommes-nous de la population? C'est la fameuse émission. Moi j'attends, nous sommes nombreux. Je crois que c'est la réponse qui avait été donnée. Donc si seulement, parfait ici, on parvient à être une nation productrice, une nation qui est capable de produire pour que sa propre consommation, population puisse le consommer. Vous prenez même une production de 1000 francs par les 300 milliards, ça fait 30 millions de personnes. Ça fait combien?
Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans une dynamique de production locale? Pourquoi est-ce qu'on n'insiste pas? Quand on parle dans les communes, on a combien de champs qui ressemblent à des champs industriels? Pourquoi on ne voit pas ça? Est-ce que ce potentiel humain qui est là ne peut pas travailler? Cette jeunesse qui chôme là, elle ne peut pas travailler? Non, il faut qu'on réfléchisse simplement aux endettements. Moi, je n'aime pas les endettements. Bien qu'on ait besoin des endettements, moi, je veux que les gens comprennent que ce n'est pas la priorité, ce n'est pas le premier choix. Je me réjouis peut-être du terme que Alain Douka a utilisé tout à l'heure. Il m'a dit on a plafonné. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont conscients qu'ils exagèrent dans la dynamique d'endettement et qu'il faut mettre un frein et une limite à cette dynamique-là parce que ça ne nous aide pas. Très bien. Alain Douka, est-ce qu'il faut rapidement arriver à une certaine déduction lorsque vous regardez le train de vie de l'État? Une déduction qui voudrait qu'ils ont tout raclé. Ils ont tout raclé. Il n'y a plus rien. Maintenant, ils ont maintenant recours à l'endettement. Parlons avec les chiffres. Le budget plutôt controversé du moment, puisqu'on ne sait pas exactement s'il est lancé déjà, où il en est, etc. Il est à 8 814 milliards, un truc comme ça. Je me suis permis un calcul. J'ai fait un ratio entre ce plafond de l'endettement qu'il prévoit, n'est-ce pas, et le budget, le montant du budget actuel. Donc on fait 5 000 divisé par 8 816,4. On est dans les 56,72% par rapport à ce plafonnement. Donc vous voyez un peu. C'est-à-dire que vous avez un pays et plus de la moitié en réalité d'un budget pourrait venir de l'endettement. Bien. Ils vous disent que, ben écoutez, nous sommes encore en dessous des seuils. Le seuil d'endettement au niveau de la CEMAC, c'est 70%. Ils disent, ils se gargarisent de ça. On ne peut encore s'endetter. Pour les documents économiques du pays, on dit le seuil, c'est 50%. Et justement, c'est le seuil en question qu'ils entendent atteindre d'ici l'horizon 2029. Là, moi, je me pose quelques questions. Oui, c'est vrai, l'endettement doit permettre de financer et résoudre des problèmes de financement si on est à l'étroit. Et hier, déjà parfait, tu l'as relevé, nous questionnions la capacité de paiement de l'État. Mais justement, vous vous endettez, il faut des revenus pour payer les dettes. Regardons au contexte, regardons à la conjoncture. C'est un contexte dans lequel, justement, on peine à produire, on peine à avoir des revenus parce que les entreprises du tissu productif camerounais, notamment, sont totalement déficitaires. Vous le savez. Elles sont plutôt des gouffres pour l'État. Vous voulez qu'on commence à en citer quelques-unes qui ne produisent absolument rien, qui ont des effectifs pléthoriques. Ils sont des espèces de trous noirs où tout l'argent va pour rien. Donc c'est des pareilles personnes qu'on va encourager à s'endetter. Elles vont payer comment? Elles n'ont pas ce qu'il faut pour payer. Elles n'ont pas la gouvernance, la rigueur gouvernante qu'il faut pour payer et continuer à être crédible. C'est ça le problème. Et continuer à s'endetter pour le bien du peuple. Parce que la plupart du temps, ce qu'on on oublie, c'est que c'est les générations présentes et futures qui devront payer les endettements que nous sommes en train de mal gérer, mal administrer, mal gouverner. C'est là où le bas blesse. Tout à fait. Le problème, c'est pas l'endettement en lui-même. Alors, maintenant, nous y sommes. Vous savez, est-ce que vous savez que il y a ce qu'on appelle les soldes engagés non décaissés? Ça veut dire quoi? On a déjà des conventions de prêt avec un certain nombre de partenaires et d'entités qui ont dit nous sommes d'accord pour vous accorder des lignes de financement. Ils envoient l'argent et jusqu'ici on n'a pas utilisé l'argent en question. Et je suis allé regarder. Nous sommes toujours au-delà des 5 000 milliards pour ces fonds-là. Les soldes engagés non décaissés. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller décaisser les fonds en question et de maturer les projets et d'implémenter les projets qui étaient prévus pour les montants de ces crédits-là? On a plus de 5 000 milliards, c'est-à-dire le montant de prestataires complices. S'il n'y a pas de bon prestataire, c'est bien. Tu viens dans un autre problème. Un État donc totalement corrompu, mal gouverné, qui possède la malgouvernance et la corruption comme ADN. Comment un tel État vous pouvez valider qu'il continue compulsivement à s'endetter? On est en train de se vendre. On est en train de s'esclavagiser. Et c'est là où donc prend tout le proverbe biblique, là, le proverbe 22:7, prend tout son sens. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Parce que ça, on va se retrouver totalement esclavagisé bientôt sur des générations avec un État. Je sois une autre manière de le dire, hein.
La main qui donne dirige. Oui, la main qui donne dirige, effectivement. C'est similaire. Parfait, maintenant sortons par là pour ne pas être long. Oui. Vous pensez vraiment que on a foncièrement besoin d'aller s'endetter à l'extérieur? Parce que le plus clair de ces endettements sur les 5 000 milliards, c'est des endettements extérieurs, les amis. On a l'or. L'or peut permettre de résoudre le problème. Vous parlez encore de l'or? Oh, c'est une ressource hautement stratégique. Allez voir le train du cours de l'or. C'est bien de parler de l'or comme ça. Hein? C'est un sujet compliqué. Depuis la grande crise de 1929, allez voir le train de l'or. Vous allez tomber à la renverse. C'est une valeur refuge. Et c'est pour cela que les grands États, sur le plan de leur géostratégie, ne s'amusent pas avec l'or et n'arrêtent pas de constituer un important stock d'or. Sauf le Cameroun qui, lui, dans sa corruption habituelle, se permet de faire exfiltrer son or comme ça, sans que ça ne profite au pays. Rien que l'or permet de nous stabiliser économiquement et d'être une puissance tant au niveau de la CEDEAO qu'au niveau de l'Afrique. Merci. Hein. Estelle Marthe, au cas où vous ne le saviez pas, j'étais encore très jeune, j'avais vu un pays qui avait organisé une grande fête parce qu'on avait été admis à l'initiative PPTE. Pays pauvre et très endetté. On a fêté. C'est-à-dire qu'on dit que vous êtes pays pauvre et très endetté, on a fêté. On est, Seigneur, Dieu est grand. Bon, nous allons lire quelques messages déjà enregistrés. Bonjour, parfait. Ici, je suis monsieur Abba Hassana, enseignant depuis Marois. Je suis contre cet endettement parce que les Camerounais s'endettent juste pour bouffer. Ils réalisent pour le besoin de leur famille. Je prends l'exemple du pont Pala qui a été budgétisé depuis plus de 15 ans. Le délai de finalisation a mis déjà 7 ans. Et aujourd'hui, voilà comment nous sommes exterminés ici à Marois. Et le gouvernement camerounais est fier de l'entendre. Un pays PPTE. Et avec quoi allons-nous rembourser? Et c'est nos générations qui vont en rembourser. Merci. Un autre message très rapidement. Ce matin, bonjour au panel et agréable mardi au lieu Paul Motazeux de la modération. Ça veut dire que toi, l'argent, tu vas me gérer après, s'il te plaît. Cameroun, ballon d'or de la mauvaise gouvernance. Voici donc le pays qu'on dit que Maurice Kamto ne peut pas diriger et qui Roma ne peut pas gouverner. Nous allons tous subir les conséquences de cette gestion opaque et que ceux qui pillent le Cameroun et l'étranglent sachent que tôt ou tard, ils seront traqués ici ou ailleurs. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolomokwan. Un autre message ce mardi. Que dit cet autre téléspectateur? Bonjour, parfait ici. Je pense qu'on a lu ce message. Je prends plutôt un autre. Alors, c'est un foisonnement de messages. Pendant que nous dénonçons un endettement du Cameroun à hauteur de 5 000 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire prévoit de mobiliser 47 820 milliards de francs CFA dans le cadre de son plan national de développement PND 2026-2030. La dette en elle-même n'est pas un mal. Lorsqu'elle est bien maîtrisée, elle constitue un levier pour financer les infrastructures, soutenir l'industrialisation et accélérer le développement économique. La véritable gestion n'est donc pas le montant de la dette, mais la manière dont les ressources empruntées sont utilisées. Une dette investie dans des projets productifs crée de la richesse, des emplois et de la croissance. En revanche, une dette mal gérée devient un fardeau pour les générations futures. Le débat doit donc porter moins sur le volume de l'endettement que sur la qualité des investissements financiers et leur impact réel sur l'économie. C'est Benjamin Ambela qui envoie donc cette contribution. Non, mais il faut lui répondre, parce qu'il va créer une espèce de brouillard dans nos esprits. On a bien dit que la dette en soi n'est pas un problème, mais dans un État mal gouverné, c'est un problème. Et là, on est obligé d'interpeller les chiffres. Le problème, c'est c'est-à-dire que, comment on dit ça, la soutenabilité de la dette chez nous. Désormais, on est incapable de produire, c'est-à-dire des revenus qui vont permettre de solder nos engagements auprès des financiers sans nous mettre en difficulté. C'est ça le problème. On prend même des dettes maintenant pour payer des dettes. Vous comprenez un peu où nous en sommes. C'est-à-dire que tu t'endettes maintenant, en réalité, c'est parce que tu as le feu au postérieur de tel créancier qui est en train d'exiger d'avoir son argent. Tu prends ici pour donner là-bas.
Est-ce que c'est sérieux? Et c'est une telle entité qu'on doit encourager à continuer à s'endetter? Non. Si les Ivoiriens font quelque chose de leurs endettements et on voit comment l'endettement en question impacte les différents aspects, la structuration de leur économie, c'est normal qu'on félicite cela. Mais dans l'autre cas, c'est pas le cas. Allez voir comment ils gèrent les détournements de fonds, etc. On sait comment ça se passe. Ils vont s'endetter. Ils prennent l'argent, ça finit dans des paradis fiscaux, l'ANIP va nous faire des rapports pour dire comment l'argent ne fait que fuiter, etc. Mais écoutez les amis, c'est pas un tel État qu'on doit encourager à s'endetter. Je suis désolé. Lisons d'autres préoccupations et contributions. Bonjour Monsieur Parfait ici, juste pour rectifier une petite chose. S'il vous plaît, l'Union européenne fait des dons, mais la BI prête. Je pense que tu nous apportes vraiment quoi de consistant. Même quand ces gens-là vous font des dons, on dit que ce sont des dons, mais ce sont des prêts qui ne disent pas le nom. Un autre message ce matin. Bonjour. Alors, Tara, j'ai besoin de ton coup de pouce relationnel. Je pense que c'est un message personnel, hein? Qui t'a dit que j'ai les relations? Qui ne sait pas que tu as les relations perfectes? Et je souffre comme ça. Alors, prenons un autre message plus digeste. Je lis comme c'est écrit, hein. Et le grand parfait ici. Comment vous étouffez la dame là comme ça? Un seul mot continué. Oh, madame, je vous ai étouffé? Et demande de continuer. Toutes mes excuses, si c'est le cas. Apparemment, c'est vraiment une arène ici. Vous ne le saviez pas? Non, je connaissais. Et si on ne caresse pas les gens dans le sens du poids là, hein? Non, non, moi je ne parle C'est pas un espace de moi. miné. Je ne parle pas de moi, mais je parle de la discussion. On cherche des solutions ou on dénonce juste? On est à la Nous dénonciation. dénonçons La rubrique, d'abord la et dénonciation. après Ok. nous proposons des solutions. Ok. La preuve est que depuis qu'Alain Dougou parle là, il propose des solutions. Hein. J'ai parlé de l'or. Voilà, il a dit parler, il y a l'or. J'ai dit L'or peut résoudre cette les affaire. soldes engagés non décaissés. Allez les décaisser. Parce C'est que la à dame hauteur veut de nous faire 5 comprendre plus de 5 que 000 nous milliards sommes là aussi. seulement pour bavarder, on ne propose rien. Bon, moi étant donné que j'ai mis un pied dans le public, un pied dans le privé, je sais un peu quels sont les problèmes des deux côtés. Je n'ai pas la même vision que vous. Et tout à l'heure, monsieur a parlé de la maturation des projets. C'est un autre des problèmes des projets qui sont financés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, un bailleur de fonds veut vous financer un projet, par exemple la KfW, et que au moment où il faut financer, vous n'avez pas respecté les exigences, votre projet n'est pas assez mature, il y aura des lenteurs dans l'exécution. Et on a vécu ça à plusieurs reprises avec beaucoup de communes. On a vécu ça dans beaucoup de localités. Il y a des projets qui étaient déjà finançables, enfin des projets qui avaient déjà des promesses de financement. Mais au moment où le bailleur de fonds vient et il regarde le projet de fond en comble, il regarde le niveau de maturation, il bloque. Il va dire, si vous ne finissez pas cette étude de faisabilité, si vous ne ressortez pas cet élément, si ceci, cela n'est pas bon, moi je ne finance pas. Et j'ai vu beaucoup de projets comme ça qui n'ont pas été financés juste à cause de la maturation. Et c'est un problème que l'État également essaye de gérer. Et c'est pour ça que moi je me dis que même les gens du secteur privé devraient vraiment s'intéresser à la question de comment apporter quelque chose dans le financement des projets privés. C'est un projet d'intérêt général. Mais si nous, les gens qui devons venir, par exemple, soumissionner pour les projets, on fait des business plans, j'ai reçu des centaines de business plans qui ne tenaient pas la route, qui n'avaient aucun sens. J'ai reçu des centaines de business plans et le maire, lui, il ne sait pas, il sait pas forcément. Tu lui dis que son projet va lui rapporter 500 millions par an. Moi, quand j'ai le dossier sur la table, je regarde, je fais les calculs, je vais sur le terrain, je regarde le site et je refais les calculs et je reviens, je lui dis, mais votre projet ne peut même pas vous rapporter 50 millions par an. Mais pourtant, il a payé. Il a payé le prestataire qui est censé lui faire cette étude, ce business plan. Il a lu ce que le prestataire lui a donné. Mais la réalité, c'est que l'étude n'a pas été bien faite. Donc, si nous, du secteur privé, on n'aide pas les gens du secteur public dans la maturation, en sortant par exemple des études de faisabilité conformes pour que lorsque le projet va être financé, que ce projet soit bien financé, on aura beaucoup de problèmes. Je vais finir en parlant par exemple des business plans review.
Dans d'autres pays, quand on finit de faire un business plan, après on suit ce business plan. Il y a les évaluations post-investissement. Tout à fait. On sait ce qu'on a dit qu'on va faire et ensuite on prend ce business plan, on le suit, on essaye de réajuster, d'arbitrer si telle chose ne s'est pas passée comme il fallait, les risques qu'on avait pris, est-ce qu'on a pris la peine de mettre des mesures de mitigation de ces risques. On continue à suivre le projet, mais est-ce qu'on le fait dans notre pays? C'est très rare en fait. Il n'y a pas vraiment de suivi pour cet investissement. Ça veut dire qu'on peut faire un bon projet. Et si moi j'ai fait un projet, j'ai fait un business plan et qui tient la route, et que la personne qui doit mettre en œuvre le projet ne lit pas ce que j'ai fait, et que la personne qui doit suivre le projet ensuite ne lit pas quels sont par exemple les indicateurs de suivi de ce projet. À la fin, on se retrouve avec un projet qui est bon sur le papier, mais qui en phase d'exploitation, de gestion, ne donne plus rien. Tout à l'heure, vous avez parlé des revenus qui entrent. On n'a plus de revenus. Pourtant, on a financé ce projet. Ce projet était censé être bon. Mais ce qui entre ne permet pas de rembourser la dette qu'on a contractée. On se retrouve avec des dettes et des dettes et des dettes. Ça fait encore partie du problème. Il y a plusieurs problèmes. Mais ça fait partie du problème. D'accord. Il faut déjà ce Alain Doc, il faut plus étouffer la dame. Non, je ne l'étouffe pas. Je dis ceci. Le peur. problème, c'est que nous avons parlé de l'endettement au niveau central. C'est-à-dire, elle a utilisé une illustration micro pour voir comment ça se passe au niveau des communes. Le problème, il est là, il est prégnant, il est réel, ce qu'elle décrit. Le problème, c'est que justement, au niveau central, on est supposé avoir les compétences qu'il faut au sujet de l'analyse des projets et de leur maturation, de leur implémentation. Or, on a le même type de problème qu'elle décrit à ce niveau-là. Et on se pose donc la question, mais comment en arrive-t-on là? Donc, il y a comme une ingénierie délibérée de nous noyer. Et c'est pas étonnant lorsque vous êtes dans un État qui est corrompu, justement. Et parfois, même, il y a la quote-part même de l'État. Dans le cas, on va parler de ça tout à l'heure. Tout à fait. L'État n'arrive même pas à donner sa contribution financière. Alors, il y a en plus 49, là, c'est le numéro de l'Allemagne. C'est M. Mandeng Eyum qui commence à être un fidèle téléspectateur. Hein. Voici ce qu'il dit. Bonjour, monsieur Aïssi. L'argent est une arnaque, car sa valeur dépend de ce qu'il imprime. Que le gouvernement s'endette pour améliorer la qualité de vie des Camerounais et non celui de nos dirigeants. Un autre message, hein, lisons peut-être 2 ou 3 dernières contributions. C'est un foisonnement de messages comme d'habitude. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous, moi c'est Kenny Donald depuis Yaoundé. Comment comprendre que ce pays a une telle dette qui était originalement pour développer le pays, mais par contre ils sont dans les voitures de 50 millions alors que d'autres personnes meurent parce que d'autres dans certaines régions n'ont pas de personnel dans les hôpitaux, les routes détruites, les projets inachevés. Ce gouvernement mérite vraiment le ballon d'or. Il s'agit de quel ballon d'or? Celui de la Coupe du Monde? Bonjour à vous. Je connais des Camerounais qui vivent comme le gouvernement camerounais. Ils vivent des prêts. Ils prêtent à gauche pour rembourser à droite. Dans nos commissariats et gendarmeries, la majorité des problèmes sont des dettes. C'est Jean-Claude Dupionvaux. Tu vois que c'est devenu l'habitude de son culture. C'est une culture et ça, il faut la détruire. Et habituellement, les personnes qui s'endettent, je n'ai pas parlé des pays, hein, les personnes qui s'endettent sont toujours des personnes voyous. Tu vois, quelqu'un qui s'est tellement endetté, c'est un malhonnête. Oui, il sait qu'il va pas tenir. Et déménage régulièrement. Il ne met jamais plus de 6 mois dans un quartier et change de ville, ainsi de suite. Maintenant, quand un pays passe également le temps à s'endetter, comment on qualifie ce pays? Question aux économistes. Hein. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV, surtout votre programme Espace Mini. Nous sommes dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. On vous le disait en ouverture, entreprendre avec l'État, partenariat public-privé, une opportunité ou une menace. C'est vrai que nous ne serons pas très loin de la dénonciation. J'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur. On est dans la dénonciation, peut-être parfait. Éviter de prononcer on a appris avec la dénonciation. Maintenant, on travaille sur les solutions peut-être. On va passer la parole à Ibrahim Maxime Julien, qui est notre expert en entrepreneuriat. Et comme tous les mardis, il nous plante d'abord le décor. Merci Perfecto pour la parole qui est donnée et merci pour l'atmosphère qui est très bien détendue. Entreprendre avec l'État, les partenariats publics-privés, une opportunité ou une menace. On dit souvent, quand on marche à l'extérieur, que vraiment c'est l'État qui tue le privé dans ce pays. C'est l'État qui tue les entreprises dans ce pays. On dit aussi qu'une entreprise ou un projet ne peut réellement résister sans l'État. Finalement, est-ce que l'État est pour les entrepreneurs ou l'État est contre les entrepreneurs? Et l'État elle-même qui est consciente du fait qu'elle ne peut pas résoudre tous les problèmes des Camerounais, a travaillé à implémenter les politiques justement de PPP, d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'on va le construire ensemble. Si on a donc pour objectif de vouloir construire quelque chose ensemble, il faut bien qu'on puisse s'accorder, il faut qu'on puisse s'entendre. Lorsqu'on arrive à un moment où la population pense que, où les entrepreneurs, il y a une partie qui pense que non, c'est une opportunité, il y a d'autres qui pensent que non, c'est un piège là-bas, eh ben ça devient dangereux. Je crois que deux hommes, quand ils veulent marcher ensemble, doivent au préalable s'accorder. Alors, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, généralement, on utilise beaucoup le terme des PPP, là, les partenariats publics-privés, pour des gros projets, hein, parfait. Tu vois, dès qu'on évoque le mot là, la mairie se voit, les multinationales se voient, les grands projets se voient, et dans la culture des entrepreneurs qui sont pas dans des gros marchés, ils ne pensent pas toujours qu'en réalité, eux aussi sont des partenaires de l'État. Pourtant, ils sont en réalité des partenaires de l'État, ils font du PPP sans se rendre compte en réalité qu'ils sont dans ce domaine d'activité-là. Et donc, il faut pouvoir démystifier cette affaire et leur faire comprendre que oui, il y a un réel problème. Moi, je pose la question, hein, parfait. Oui. Oui, lorsque on a un partenariat avec l'État, on peut avoir de gros financements qu'on n'aura jamais si l'État n'était pas là. Oui, on peut avoir de la crédibilité institutionnelle parce qu'on dit l'État nous accompagne. Oui, on peut avoir un impact social conséquent parce que la réalisation de ce qu'on a fait est bonne. Mais quand on constate aussi, parfait, que de l'autre côté, on a une lenteur administrative qui ne dit pas son nom parce qu'il faut scanner papier sur papier. De l'autre côté, il y a un niveau de caution qu'il faut avancer. De l'autre côté, il y a des garanties qu'il faut apporter. Et puis même parfois, quand une partie dit que non, on va te payer après 3 mois, 6 mois, mais ne respecte pas sa parole, comment est-ce qu'on ne va pas dire que les entrepreneurs pensent que c'est une menace ou un piège qu'on leur a tendu? Surtout qu'on va du postulat où c'est l'entrepreneur qui commence d'abord la plupart du temps à apporter le financement en question et puis l'État va venir rembourser. Alors, celui-là qui s'engage donc dans cette dynamique de PPP là et qui engage ses ressources, il a dit que non, mon partenaire a dit que dans 3 mois, on va me verser ce que je dois gagner ou dans 6 mois. Et puis un an arrive, 2 ans arrivent, il n'a rien, il va dire quoi? Finalement, on se pose vraiment la question, est-ce bon ou mauvais? À vous de voir. Est-ce bon ou mauvais? À vous de voir. Moi, j'aurais tout à l'heure besoin de l'avis de l'expert que vous êtes. Hein. Je vais encore m'orienter vers la dame que je ne cesse d'étouffer pour qu'elle reprenne la parole. Elle est d'ailleurs dans son élément. Alors, Estelle Marthe, en des mots simples, hein, on dit PPP, bon, partenariat public-privé ou partenariat privé-public, c'est d'abord quoi? De manière claire, de manière simple? Pour moi, de manière simple, c'est un mariage d'intérêts. Mariage d'intérêts entre le public et le privé. On a détecté un besoin, on est dans l'intérêt général, on veut pouvoir assouvir les problèmes des populations et on va chercher un privé pour sa technicité, pour sa performance, pour son opérationnalisation, qui peut travailler de manière plus rapide, plus agile. Dans le PMI, c'est comme ça qu'on dit, plus agile. Mais il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Ça doit être un mariage où chacun est venu rendre l'autre heureux. Alors, pour le cas du Cameroun,
Bon, je vais encore... Moi, j'aime parler du cas du Cameroun. Hein. Parlons On balaye du Cameroun. d'abord devant sa propre cour, devant sa porte. Pour le cas du Cameroun, quel est le regard global que vous jetez sur ce partenariat public-privé? Une menace ou alors une opportunité? Pour moi, c'est les deux. Pour moi, c'est une très bonne opportunité. Parce que les autres pays se sont développés avec. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Beaucoup de pays fonctionnent avec le partenariat public-privé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître son contexte lorsqu'on fait un PPP. Il faut tenir compte de tout ce que vous avez cité comme problème du Cameroun. Et donc, bien ficeler les contrats. Les problèmes qu'il y a dans les PPP sont au niveau des contrats, en général. Au moment où on doit ficeler le contrat, si ce n'est pas, on ne ressort pas le gagnant-gagnant, ça ne sert à rien d'avancer, ça ne sert même à rien de se lancer. Il y a beaucoup de projets où on se dit non, ce qu'on va parler, on va écrire et tout, après on va voir comment ça va donner. Et quand on va voir, c'est mort, c'est fini, tu as tout perdu. Et c'est ça en fait le problème du PPP, c'est que c'est une très grosse opportunité. On peut faire des projets matures parce qu'il y a beaucoup d'exigences en termes d'études de faisabilité. Ça peut être des projets qui vont rapporter non seulement à l'État, mais également aux partenaires privés. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les PPP en disant oui, le privé va venir, il va construire, mais qu'est-ce que l'État gagne ici, l'État gagne dedans, qu'est-ce que l'État va manger, qu'est-ce que l'État... Mais en fait, c'est pas ça le PPP. Il faut absolument que chacun sache qu'on est en train d'abord de résoudre un problème d'intérêt général pour la population. L'État, normalement, à partir du moment où la population est satisfaite, l'État doit déjà être content. Ensuite, il faut que le partenaire privé qui est venu investir de son temps, de son argent, de ses compétences dans ce projet gagne également. Et parfois, on ne veut pas que forcément le privé gagne. On se dit oui, bon, qu'il fasse ce qu'il a à faire, après on va voir. Mais non, en fait, tout le monde doit gagner. Autant l'État que le privé, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Merci, Estelle Marthe, pour ce regard. Monsieur Mouliom, vous êtes également dans le domaine au niveau justement des finances et de la fiscalité. Moi, j'ai une préoccupation connaissant le Cameroun. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas également ce que j'appellerais ici les blocages au niveau des procédures? Pour être plus clair, vous avez une entreprise privée, parfois de très grandes entreprises privées, qui veulent justement entrer dans ce partenariat-là avec l'État, mais il y a des blocages. Est-ce que ce ne sont pas également des freins dans ce partenariat public-privé dans notre pays? C'est ce que, je crois, Estelle vient de dire, qu'il faut connaître son environnement. Les entrepreneurs, ou bien ces grandes entreprises qui viennent travailler au Cameroun, doivent connaître l'environnement du Cameroun. Mais connaître que les dossiers débouchent dans les services que si on a poussé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez un projet dans un ministère. Il faut d'abord mouiller la barre. Celui qui prend le dossier, mais là, il veut coller, comment je veux dire, on dit souvent quoi? Un visage au dossier. Un visage au dossier. Mais et veut que vous causiez. Moi, je suis un opposant farouche à cette dynamique. Non, écoute, tu vas t'y opposer jusqu'à la fin. Tu vas avoir un AVC. Moi, je parle de ce qui se passe sur le terrain. Tu vois, moi, je suis en train de parler des faits. Tu vois? Et ce qui se passe, c'est qu'on doit connaître son environnement là où on est venu. Et ceux qui viennent au Cameroun dans le projet structurant, parce que tu as essayé, c'est vrai, d'étendre ça aux petites entreprises, aux gens qui font la sous-traitance et autres. Mais il faut savoir que lorsqu'on vient faire des affaires au Cameroun, il faut être solide. Si c'est le projet structurant, le PPP est d'abord fait pour les grandes entreprises, parce que c'est pour les grands investissements. Et lorsque vous y aventurez, vous devez mettre tous les moyens de votre côté comme un homme d'affaires. Et qui dit homme d'affaires, dit maîtrise l'environnement des affaires, dit avoir une trésorerie assez conséquente pour pouvoir gérer un marché sur 2, 3, 4 ans, être à mesure de supporter le salaire de son employé sans en prendre coup. Mais sauf que l'environnement au Cameroun, puisque tout le monde se débrouille, fait en sorte que quelqu'un qui sort d'un bac en génie civil a créé sa petite entreprise sur le BTP et autres là, il s'engage à aller gagner un marché dans une commune ou bien dans un ministère, alors qu'il n'a même pas de trésorerie pour pouvoir assurer le travail. Ça. 1 mois, 2 mois, 3, 4 mois, il ne peut plus payer son personnel. Et connaissant l'État du Cameroun qui paye, mais à long terme, vous allez fermer votre entreprise dans 2 jours. Donc ce qui est clair, c'est que lorsque vous vous lancez, comme maintenant on dit, il faut vous assurer que le contrat, le cadre juridique vous est favorable et que vous avez les moyens, une trésorerie pour tenir. Parce qu'en fait, les PPP sont censés être là pour faire évoluer.
Et on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas pour donner à n'importe qui. Il faut y aller en ayant les moyens de sa politique. Mais entre-temps également, je pense qu'hier nous en parlions, c'était même une dénonciation, cette affaire-là où l'État, bon, vous venez de nous dire que l'État paye toujours, mais parfois à long terme, ou toujours à long terme. Est-ce que ce ne sont toujours pas des freins que nous sommes en train de condamner ce matin? Si vous êtes une entreprise normale, vous n'êtes pas forcément riche en milliards de dollars. Vous vous êtes engagé, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, l'État ne vous paye pas toujours. Cela signifie que cet État vise à ce que vous fermiez les portes. Pourquoi notre État doit prendre autant de temps pour payer? Le dit ne veut pas dire qu'on apprécie ce que l'État fait. Je dis, un homme d'affaires, une entreprise, est là pour gagner de l'argent. Tout à fait. Lorsque tu t'en vas contracter avec un partenaire, qui que soit l'État, rassure-toi que tu as pris tous les engagements et le cadre juridique sécurisant pour toi pour avoir ton retour sur investissement. Si ce n'est pas ça, n'y va pas puisque tu as bouché de l'argent. Maintenant, le fait que l'État ne soit pas bon payé, l'État paye à long terme et autres, c'est à toi de voir tes activités, ton niveau de trésorerie pour savoir. Mais les marchés, ça c'est... Mais finalement, donc, ce genre de marché restera donc pour un style d'entreprise. Mais parce que tu vois que sur le marché, il y a des entreprises qui sont depuis 30, 40, 50 ans qui sont continuées à gagner le marché avec l'État. Et s'ils avaient fait copain-copine avec l'État? C'est ça que je parle de l'étude de l'environnement, là où on évolue. Mais là, c'est la mafia, c'est pas l'étude de l'environnement. Moi, je parle des faits. Moi, je parle des faits que je vois. Non, et je parle en tant qu'observateur de la vie des hommes d'affaires, parce que nous encadrons les hommes d'affaires. L'environnement n'est pas favorable. Oui. Tu veux gagner de l'argent, analyse l'environnement. Est-ce que c'est favorable pour toi? Non. Dégage. Ah ben, c'est dur, hein? Ce n'est pas le voir, bébé. Alain, le garçon parle avec une telle lucidité. C'est le réel. Si tu n'es pas prêt, mais dégage. Entrepreneuriat avec l'État, les PPP, une opportunité, une menace à l'INO. On ne peut pas trancher. C'est tant une menace qu'une opportunité, puisque ça repose en réalité, disait Madame Kédi, sur des engagements contractuels. Donc chacune des parties doit avoir de bons juristes, de bons analystes financiers. Qu'est-ce qu'on y gagne? À moyen terme, à long terme, quels sont les risques? Chacune des parties évalue, tant les privés que l'État de son côté. Ça doit être gagnant-gagnant. C'est de ça qu'il est question. Mais déjà, l'avantage, c'est que le privé vient à la rescousse de l'État qui peut connaître des tensions de trésorerie et n'arrive pas à assumer de mener à bien un projet. C'est déjà ça. Donc, on se soutient. Bien, mais il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Absolument pas. Un projet, mais on ne peut pas, dans un certain nombre de dispositions. On croit que travaillant avec le privé, et ils ont des canons très intransigeants de gouvernance, ils s'appliquent des règles strictes et tout, mais il y a quand même un petit truc qui vient finalement à fauter, et puis l'État sur le projet en question, il y a une petite faillite, ça ne marche pas, et là, c'est là où vous comprenez que l'État, pour que le projet prospère, pour que le service puisse un jour être assuré par rapport à l'investissement en question, l'État doit renflouer le privé. Je vais ajouter quelque chose. Vous ne verrez jamais dans une très grande entreprise, qu'en cas de non-paiement, que le DG ou bien le PCA se retrouve à faire un AVC. Parce que c'est une très grande entreprise qui a ses moyens et puis toutes les structures. Ils ont une trésorerie pour pouvoir assurer. Mais de nombreux AVC ici partout sont nos porteurs de projets, nos opérateurs économiques qui passent engagés dans un petit marché, ils s'endettent par-ci par-là à la banque, il a eu un marché, la banque lui donne un rapport de financement. Il est serré jusqu'au Il y a les délais. La banque s'associe à lui dans une espèce de fraude où on déclare, on dit qu'il est trop, disant oh, il ne l'est pas. Après la banque commence à la banque commence à s'accumuler, le personnel est là, qui n'a pas été payé, n'a pas été payé, il faut qu'il s'endette ailleurs au quartier ou bien dans les tontines pour payer le personnel et être calme. Après, quand l'argent arrive, il va quand on lui dit qu'on va le payer par la raison, on lui demande 20% pour si finalement il se trouve avec rien. Vous allez voir quelqu'un qui a gagné un gros marché, vous le voyez rouler par la ville avec les 4 de 6 et là, mais à un moment, on vous dit qu'il a fait un AVC.
Il a fait investir pour lui parce que tout l'argent a disparu et Il est surendetté. il est surendetté. Bon, il faut quand même dire que quand vous voyez déjà l'État dire je veux un partenaire parce que moi je suis sur le fil du rasoir, ça veut dire que c'est pas des projets où n'importe qui, n'importe quel aventurier vient. Ah mais non les amis, c'est des multinationales, c'est des gros bottes. Voilà le péage. C'est pas le jeu. Voilà le péage. Voilà une illustration donc. Qui ont été construits à hauteur des milliards. Des milliards, ça n'est des milliards. C'est pas exploité. Si Les c'est péages automatiques ou bien des hangars automatiques. bon, donc après hangar, avec péage. Est-ce que ça fonctionne? Mais si c'est une entreprise, si c'est une entreprise solide qui s'y investit, c'est que la personne n'existe plus. Ah non, mais sauf que Oui, Alain. quand ça vire kazakh comme ça, on va pas te le dire, mais c'est l'État qui rend flou et qui doit respecter un certain nombre d'engagements par rapport à l'investissement en question. Attention. Bonjour le maestro, ils ont puisé jusqu'à racler le fond de nos réserves comme ça ne suffisait pas, ils vont aujourd'hui s'endetter afin que les générations futures puissent subir cet endettement. Les autres s'endettent pour industrialiser, développer et faciliter les conditions de vie des populations. Au Cameroun, c'est le contraire. Plus on s'endette, plus la population souffre. Y a-t-il un serpent en bois qui avale cet argent? Même le peu d'or qui doit nous sauver, il disperse. C'est Cyril Adouala. Il ne faut plus jamais dire le peu. On en a trop. Et on fait partie des pays, le classement des 10 pays ayant des terres et des minéraux rares. Donc, un autre message nous dit ceci, bonjour perfecto. Un pays qui passe le temps à s'endetter est un pays mal gouverné et malhonnête. C'est Paul Junior depuis Ebola. Je pense que tu parles d'autres pays. Alors, prenons ces autres contributions. Ce matin, Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, y a-t-il le panel? Il est préférable de dire que le partenariat avec l'individu qui représente l'État à l'instant présent est une opportunité pour s'enrichir. Dans tous ces ministères, il y a des marchés gagnés, non exécutés, mais payés entièrement. Ici, le représentant de l'État se partage le butin. Madame ne peut pas me démentir. Les vrais marchés exécutés sont payés des années après. Entre-temps, le prestataire est dans des problèmes avec le financier, banques et autres. Rien ne marche dans ce pays. C'est un Paul depuis Yaoundé. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Bonjour chers voisins, au Cameroun, on n'entreprend pas avec l'État, on deal avec l'État. Car l'État camerounais n'est pas dans l'optique d'atteindre des performances ou de faire des bénéfices pour le bien des populations. À ce niveau, je vais d'abord poser la question. Le message continue, mais ce qu'il dit me semble suffisamment compliqué. Tu connais la même ma réponse. Quelqu'un d'autre aura une autre réponse. Quelle est la réaction que vous avez de cette affirmation du téléspectateur? Qu'au Cameroun, on ne s'entend pas avec l'État, on deal avec l'État. Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, quand on est déjà dans un environnement où on est, j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, je réfléchis à trouver un autre terme, dans le vocabulaire des gangs, non, c'est un deal. Donc, j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là. Mais je suis pas d'accord. Le mot deal, ça fait mafia. Oui, ça fait mafia. Moi, je fais confiance à l'État. Je crois que l'État se bat tant bien que mal pour essayer de faire un certain nombre de choses. Il y a des personnes qui, malheureusement, mettent leur intérêt en avant au-delà de l'intérêt de la population. Mais ce sont des individus. C'est pas toute la collectivité qui est comme ça. Je ne crois pas que si on confie à Moulium, demain il va nous faire ce que les autres là sont en train de faire, ou à Estelle, ou essayez d'abord de confier, on va voir. Moi je crois que je vais faire confiance, et je vais pouvoir faire confiance à l'autre téléspectateur qui nous suit à la maison. Alors, la suite de son message dit ceci. A contrario, les fonctionnaires en charge du traitement des dossiers sont dans la logique de give-give. Et si l'autre partie ne se soumet pas à la donne, alors le dossier pourrit dans le tiroir. En passant, il faut réformer les conditions d'éligibilité pour être maire, car certains n'ont pas la compétence et signent des contrats avec des aventuriers. Lorsque le maire arbore son verre jaune, fait des discours lors des cérémonies et célèbre les mariages, il s'est dit qu'il a accompli ses missions. C'est Saïd DiCaprio, depuis Garoua. Il a d'abord le nom d'un grand acteur, Saïd DiCaprio. Alors, que dit ce téléspectateur? Alors,
Bonjour au plateau, la dame s'exprime bien, elle a de la prestance, invite-la constamment s'il te plaît. Vous avez déjà vu où on a confisqué un pays, où on est surendetté, c'est Boris de Fouda. Vous voyez alors les réactions des gens. Voilà le cas. Ils sont amoureux de l'endettement, c'est-à-dire qu'on va pas nous emprisonner, quoi. Non, tant que c'est pas eux qui subissent. Hein. Mais nos enfants seront là, vont le voir rembourser. Il faut même qu'on lise cette maxime de Nietzsche. Que dit Nietzsche? Oui, Nietzsche disait l'État, c'est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement. Et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Donc, je pense que lui, là, il fait partie de l'État. C'est pour ça qu'il... ses prétentions, il trouve que non, c'est pas un problème. Certainement, il ne subit pas les effets de cette malgouvernance. Quelqu'un dit ici, bonjour, perfecto. Allez voir ceux qui sont dans les projets au Minepat. Très souvent, ceux qui sont là-bas, ce sont les gars sortis de l'ENAM. Toi, tu as quel point avec les gars sortis de l'ENAM? Ils ne vont pas travailler là-bas. Tu as un autre problème avec les gars de l'ENAM. Hein? Peut-être un gars de l'ENAM va arracher ta petite. Alors, Estelle Marthe, on vous repasse la parole. Hein. Nous constatons quand même sur ce plateau qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Comme quelqu'un avait dit à un endroit, que ce pays est à refaire. Bon, lui parler avec ces mots, j'en suis persuadé que vous ne pouvez pas utiliser ce genre de mots. Alors, est-ce qu'il y a quand même des solutions pour que le partenariat public-privé dans notre pays soit vraiment un partenariat, non seulement gagnant-gagnant, mais bénéfique pour le peuple? Merci de me repasser la parole. Pour moi, la première solution, c'est déjà de connaître dans son contexte la loi. Qu'est-ce qui est mis en place en matière de PPP? L'environnement juridique. Voilà. Il y a une loi qui a été votée en 2023. Est-ce que tous ceux qui se lancent dans les PPP lisent cette loi? Est-ce qu'ils connaissent d'abord que ça existe? Voilà. Premier problème. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, que oui, après il y a tel contrat, même quand on te menace sur ton argent, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. Parce que tu ne sais pas ce à quoi tu as droit, ce que l'État même doit faire pour toi. Au moment où tu ne connais pas, on joue dessus. C'est comme à l'école. À l'école, si on sait que tu passes le temps à pleurer, on te tabasse et puis tu pleures. Mais le jour où tu sais que j'ai le droit de faire comme ça, là, on ne va plus venir te menacer. Donc c'est la même chose en fait. Pour moi, le PPP, il faut connaître le cadre légal. Il faut s'approcher des acteurs importants. Par exemple, le CAPA a été mis sur pied. Pourquoi? Pour les gens qui doivent faire des PPP. Mais il y a beaucoup de PPP qui sont faits sans les impliquer forcément. Et pourquoi il faut les impliquer? Parce que, peu importe, il y a des gens qui aiment le CAPA ou pas. Hein, mais eux, ils seront quand même garants d'aller discuter avec les deux parties. Et d'essayer de rechercher l'intérêt des deux parties. De te dire, voici la possibilité pour toi de gagner dans ce contrat. Parce qu'il y a plusieurs types de PPP. Et nous, on se lance juste dans les PPP en disant, ok, je vais faire un contrat avec elle, moi je veux ça, moi je veux ça. Mais il y a des acteurs qui sont là pour te dire, par rapport au type de projet que tu veux faire, voici ce que toi tu peux mettre dans le contrat. Et par rapport au type de projet, à ce que tu veux gagner, voici ce que l'autre doit faire. Et on s'entend maintenant pour que tout se passe bien pour tout le monde. Mais tout le monde ne le fait pas. On se dit, on va essayer d'arranger, la personne qui m'a amené ici, je la connais, on va faire, mais après quand on a fini sur le contrat, les gens ne sont plus amis. On ne se connaît plus. Non, j'ai oublié même que je t'ai dit que c'est fini. Et c'est en général ce qui se passe dans les PPP. Vous allez lire les contrats, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte. Il y a beaucoup de points qui sont dans le contrat PPP normalement, mais qui ne sont pas dans ce contrat-là. Et à la fin, on commence à se plaindre, oui, mais pourquoi ça, pourquoi si. Mais en fait, c'est que si on avait pris en compte au départ tous les risques, quand on fait un contrat, on doit déjà s'imaginer dans le projet. On doit déjà voir comment la gestion va se passer. On prend en compte tous les acteurs, toutes les parties prenantes de ce projet et on insère ça dans le contrat au départ. Mais nous, il y a beaucoup de choses qu'on fait. C'est à la fin qu'on commence à essayer de gérer. Il y a beaucoup de lois qu'on écrit chez nous. Vous savez que les Camerounais savent écrire. Ça, c'est clair. On écrit, mais après, qui lit? Personne. Et si personne ne lit, qui applique donc? Personne. Voilà, voici un des problèmes du PPP. C'est là que le PPP devient une menace. À partir du moment où le contrat n'est pas bien fait. Dans d'autres pays, on peut se retrouver en train de faire les négociations. Après, on se rend compte que ça ne va pas donner. On annule avant de signer. Mais nous, on signe d'abord. On va voir. On va voir.
Merci. Hein. Et je suis bousculé là. Il y en a qui me menacent un peu là. Pourquoi on ne lit pas leur joli message? Oh, il y avait un message du Bangladesh là, mais qui s'est envolé. Dommage, hein? Nous allons le retrouver. Prenons quand même celui-ci. C'est vrai qu'il est un peu long. Bonjour perfecto et mes salutations distinguées à nos valeureux panélistes de ce matin. Entreprendre avec l'État, les PPP, opportunités ou menaces. Les points forts de l'opportunité. Il dit 1. Un accès à de gros marchés de l'État. 2. Des contrats de 10 à 30 ans donnant une meilleure stabilité. 3. Un effet de levier pour emprunter à la banque. 4. Une forte image quand tu réussis. Il passe à un autre point. Il dit justement les points qui menacent. 1. Les paiements de l'État, très lents. 2. Les dossiers et contrôles qui prennent du temps. 3. Des risques de changement de règles. Maintenant, il passe à une autre étape. Il est coordonné. Hein? Et des règles au Conseil. C'est là où il retrouve Madame Kédi, qui aime beaucoup les solutions. Pour s'en sortir, il faut 3 choses. 1. Obtenir des garanties de paiement. 2. Disposer d'un bon avocat. 3. Disposer d'une trésorerie solide. En résumé, c'est une bonne opportunité si ton entreprise est déjà structurée. Pour une petite entreprise, commence par la sous-traitance. Les PPP, c'est comme le feu. Bien utilisé, ça fait avancer. Mal utilisé, ça brûle. C'est Frédéric Mbamba depuis Limbé. Pas mal. C'est vrai que nous le disions déjà, mais c'est bien également. Frédéric depuis Limbé. Ibrahim Maxime Julien, quel est donc le conseil que vous allez, c'est vrai que le monsieur avait dit beaucoup de choses là, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux qui veulent se lancer dans les PPP? Ou alors on commence par dire à certains aventuriers qui ont les petites entreprises dans le sous-quartier d'aller très loin. Bon, quelqu'un dit ici, dégage. Moi, je ne vais pas utiliser le thème là, lui il est violent. Moi, c'est mon ami, hein. Il ne faut pas déranger mon comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que de tout ce qu'il... j'ai posé le problème. De tout ce que j'ai entendu, il est clair que les PPP sont une opportunité. Mais une opportunité pour ceux qui sont préparés à aller jouer dans le monde des PPP. Et il est aussi clair qu'au-delà de ces esquisses de solutions qui soient applicables, il faut également qu'on intègre le renforcement de capacité du capital humain. Parce que c'est une histoire d'acteur, c'est une histoire de mariage. Si celui qui lit, oui, des gens vont lire parce qu'elle a dit qu'il faut lire. Mais les gens qui vont lire, ils ne vont pas comprendre. Ils lisent en l'envers. Ils comprennent ce qu'ils peuvent comprendre, mais il faut qu'on renforce leur capacité. Aujourd'hui, moi je me suis demandé pourquoi est-ce que quelquefois nos administrateurs, ceux qui veulent toujours prendre les devants, échouent parce qu'en réalité ils veulent trop prendre les devants dans ce mariage-là. Ils ont le cadre légal, ils ont les terrains, mais ils n'ont pas toujours l'expertise qu'il faut et les financements qu'il faut. Il faut remettre à César ce qui est à César et accepter que pendant un moment, c'est lui qui va manger et ensuite après un autre moment, nous on va manger. Ne pas accepter que non, c'est toi qui devais commencer, mais finalement, nous aussi on veut un peu manger et ça crée une zizanie qui ne dit pas son nom. Moi, je voulais encourager la jeunesse à se préparer, à s'intéresser à cette opportunité que sont les PPP. Mais interpeller aussi la partie de l'État à arrêter de continuer à mettre des freins qui sont dérangeants. Parce que quoi qu'on dise, ça réduit le niveau de performance des objectifs et de la vision de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme que l'État peut faire pour pouvoir gagner d'abord la confiance du privé? Nous voilà qui sommes en train de dire diasporiens, revenez, investir au pays. Tout à l'heure, Moulio m'a dit il faut coller un nom à un dossier, un visage à un dossier, je suis d'accord. J'ai cru que tu voulais parler d'une enveloppe à un dossier pour qu'il avance. C'est là où moi j'allais avoir des problèmes très très sérieux. Mais je pense qu'il faut effectivement définir des conditions où le PPP, où la partie du privé se sente vraiment privilégiée. Qu'on supprime tout ce qui n'est pas opérationnel, tout ce qui est lenteur, tout ce qui est nonchalant, tout ce qui est, est-ce que tu as d'abord vu X? Non, il faut que tu ailles voir Y, il faut que tu ailles voir Z. Tout simplement pour avoir une autorisation.
ça ne marche pas. L'État doit faire sa part, le privé doit faire sa part. On veut au privé des personnes qui ont une certaine expertise et qui savent ce qu'ils ont à faire. Et on veut au niveau public des personnes qui sont là pour l'intérêt de la population. Et pas pour se dire, bon, combien des deux grands projets là, je peux prendre 10 millions ici, 10 millions ici, et ça marche. Je connais une dame qui avait un projet de mettre sur pied une école de mine au Cameroun, elle a demandé une subvention, elle avait aussi des grands baobabs comme ça, et puis on lui a dit, on va lui envoyer 200 millions, dans les 200 millions, on lui a dit que bon, quand on finit de retirer tous les taxes, 75 millions sont partis, maintenant 25 millions sont pour les gens qui montent le dossier, pour pouvoir relâcher les 200 millions. À la fin, en fait, sur les 200 millions qu'on lui a accordés, elle se retrouve ça vient qu'elle ne prend pas. Laissez les 100 millions là où ils sont. Je suis content parce que Estelle Marthe écoute. Non, on écoute tous. On écoute tous. Et donc, c'est une question de ce mariage-là, ça va aller. Qu'est-ce qui détruit le mariage parfait? C'est la confiance. C'est clair. C'est quand quelqu'un ne tient plus sa parole. Il faudrait que la population qui nous écoute essaye de faire montre de beaucoup plus d'amour pour ce pays. Oui, M. Mouliam. Ibrahim, je pense que c'est même parce que nous sommes complémentaires, toi et moi, que nous sommes côte à côte. Oui, oui, parce que moi, je fais la peinture de ce qui se passe. Je fais la réalité sur tout à fait. Et toi, maintenant, tu viens me corriger pour dire ce qui devrait être. Le fait que je déclare et que je le dise, les gars ne veut pas dire que je suis en train de chasser les gens. C'est pour leur dire aux opérateurs camerounais que voilà l'environnement qui est. Là où vous voulez y aller, préparez-vous. Si vous n'êtes pas prêt, restez là-bas au quartier, évitez les AVC. C'est vrai. D'accord. Il y a aussi complémentarité. Bien sûr. Oui, allez-y, madame. On a beaucoup parlé de l'odeur de procédure. Je voudrais dire que ce que le Cameroun traverse, c'est des choses que d'autres pays ont traversées des années avant. Et ils ont réglé ça avec quoi? La digitalisation. On a un problème de transparence. On dit qu'on n'arrive pas à avoir la bonne information. Et or, lorsque tu mets en place la digitalisation, il n'y a plus ces problèmes de goulot, d'étranglement, des dossiers qui sont bloqués chez tel ou chez tel. Moi, je prends un exemple dans une mairie où, alors même quand on a installé les logiciels Simba pour la comptabilité des mairies, je me suis rendu compte que les comptes administratifs des mairies avaient évolué. C'était amélioré à cause juste d'un logiciel. Pourquoi? Tout ce qui avait comme dépassement de lignes dans les comptes administratifs avant, ça a disparu. Aujourd'hui, les comptes administratifs sont équilibrés et donc les états financiers des communes se sont améliorés. Vous avez parlé du renforcement des capacités. Moi, j'ai fait des plans de renforcement des capacités dans beaucoup de communes. On avait reçu des financements de la KfW dans le cadre de la coopération allemande. Nous sommes allés dans ces communes. Les communes même qui parfois donnaient des business plans qui n'avaient pas forcément de sens. Mais parce que le bailleur de fonds a insisté, il y avait des études de faisabilité qui tenaient la route. Et ils ont insisté sur le renforcement des capacités pour que la population et la mairie puissent ensuite maintenir, entretenir l'ouvrage. Dans ces communes-là, après le renforcement des capacités, il y a eu des changements. Il y a eu une augmentation, par exemple, des recettes de la commune. Il y a des communes qui ont mis à jour leur fichier du contribuable et les recettes ont triplé. Les maires sont en train de dire Alléluia, merci Thierry. Il y a eu élargissement de l'assiette fiscale. Beaucoup d'autres maires vont vous Il y a eu élargissement de l'assiette fiscale, amélioration des ressources de la commune, mais également à l'intérieur de la commune, il y a eu amélioration de la gouvernance. Chacun, on a fait un renforcement même au niveau de l'administration. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir au niveau des chefs de service, au niveau des ressources humaines, comment gérer. Et les communes ensuite nous ont dit que, ok, on a mis en place votre plan de renforcement à peut-être 60%, et voici les améliorations que ça a apporté. Donc je pense qu'on n'est pas loin de l'amélioration. Il ne faut pas qu'on se dise que ce qu'on est en train de vivre, c'est seulement au Cameroun. À partir du moment où tu connais l'histoire aussi des autres pays, tu te dis que, ok, les autres ont traversé ça, mais comment ils ont fait pour s'en sortir? Ils ont mis en place telle chose. Regardez au niveau des passeports aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir, tu fais ton passeport sort. Mais avant, il fallait faire quoi? Il fallait se lever. Si tu veux vite ton passeport, tu vas aller payer tel montant. Tu faisais près d'un an pour l'avoir. Très bien. Tu vas souffrir, mais pourquoi aujourd'hui on a nos passeports? La digitalisation. Donc, merci, Madame Kedi. Lisons encore d'autres contributions ce matin. Bonjour, Lonkouta de la modération. Félicitations pour ton ingéniosité, ta créativité dans l'agencement de tes émissions. Tu as la carrure d'un enseignant. Songez-y sérieusement. Et pas seulement ici, en Afrique,
et dans le monde. Tu as un potentiel immense. Je suis expert en fundraising, leadership, gouvernance, citoyenneté et développement local. Le contact de Madame Kidi m'intéresse pour des projets professionnels. C'est Joël depuis Yaoundé. Merci. Avant de passer peut-être la parole à Madame Kidi, je veux dire, parlant de l'enseignement, j'avais refusé l'enseignement. Hein. Ah bon? Oui. Je serais un vieux professeur de lycée ou peut-être d'université aujourd'hui. Mais il y a quelques années, j'ai enseigné dans un institut supérieur comme enseignant en journalisme sur le plan professionnel. Et il y a eu... Bon, je ne vais pas les appeler comme je vous l'ai dit. Au niveau de la toile, beaucoup, oh, comment il enseigne à l'université alors qu'il n'est pas docteur. Il n'est pas docteur, comment il enseigne à l'université. J'ai vraiment compris pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Vous voyez. Bon, comme vous êtes encore en train de me dire... Et c'est les PPP. Voilà. Du privé qui vient aussi. Je vais voir, hein, s'il faut que je reparte comme enseignant dans un institut supérieur. Je vais voir dans mon domaine. Ben, maintenant, Madame qui dit, le monsieur dit que il a besoin de ton contact pour des projets professionnels. On peut lui donner ton contact en off? Il n'y a pas de problème. D'accord. J'insiste sur le plan professionnel. Parce que nous connaissons. Alors, il ne faut pas déranger Madame qui dit. Et vous suivez qu'on dit quand même d'abord au début là que Madame. Mais comme vous avez des oreilles ailleurs. Alors, Alain Douk, oui. On revient sur l'entrepreneuriat, hein, et justement, cette affaire de partenariat public-privé. Nous acheminons progressivement vers la fin de ce programme. Est-ce qu'il y a quelques propositions à faire d'abord à l'État et ensuite aux structures privées? Voilà. Ça peut être une opportunité. Parce qu'il n'y a pas que la problématique de sécheresse financière ou des fonds qui peut amener un État à aller vers des partenaires privés. L'État peut être en but à une difficulté d'ordre scientifique, technologique ou alors d'innovation. Et il y a des acteurs privés qui peuvent prendre la chose à main et il va se produire un transfert de technologie, de savoir-faire de l'entité privée pour le public. Donc il y a des opportunités à exploiter. Donc l'État aussi doit réfléchir en ce sens. Autre chose, moi je pense que l'État pourrait utiliser le partenariat public-privé pour essayer de dynamiser l'écosystème entrepreneurial du pays. Hein, commencer à développer une ingénierie pour booster. On choisit bien, on cible avec des capacités financières de chaque. Oui. On a toutes les informations. Celui-ci, son capital social, c'est combien il peut pour ce type de projet. On priorise les capacités et les entrepreneurs nationaux qui peuvent. Donc, ça va faire du bien à l'économie nationale. Bon, c'est vrai que quand on dit comme ça, dans un contexte où les gars de l'écosystème ont mal à se faire payer, c'est pas la grande joie, mais on peut donc rabattre les cartes et essayer de faire les choses différemment. Donc, tout le monde a y gagner, parce que les entrepreneurs en question, ils évoluent dans l'écosystème économique national, donc la richesse qui sera produite, c'est la richesse qui profitera à tout le monde, l'État en premier. Bien, maintenant, autre chose sur le sujet, il faut quand même dire qu'il y a parfois des risques. Parce que c'est des projets, la plupart du temps, qu'on est... On disait qu'il n'y avait pas de risque zéro. Quand ça doit être exploité sur des décades, là, 30 ans, etc. Hein. Entre-temps, parfois, il y a des évolutions technologiques qui font que vraiment ce qu'on avait fait avant vient être dépassé. Et je peux vous garantir que les privés... Ouais. Donc, il faut une belle ingénierie juridique pour essayer de voir comment tout le monde ne sort pas frustré de cette affaire. Donc, c'est aussi ça, parfait. Bonjour, parfait. À ici, le lieu pour le montageux de la modération. Vous insistez, hein? Parfait, entreprendre avec l'État est toujours risqué. Rappelez-vous, il y a quelques mois, une dénonciation d'Alain Douk sur une structure de décoration qui n'avait jamais été payée par le MinSanté. C'est Mathéo depuis Oja. Tu te rappelles de cette dénonciation, non? Oui, un peu. Ouais. C'est vrai que mon père m'avait dit ceci, hein. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, que l'État ne vole jamais de l'argent en citoyen. Et vous également, vous ne volez jamais de l'argent à l'État.
quelle que soit la durée, l'État finira par te payer. Et toi qui penses avoir volé l'argent à l'État, quelle que soit la durée, tu payeras. Bon, si toi tu meurs, avant que l'État descendant va payer. Alors, quelqu'un me dit ici au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Je vous suis tous les jours dans votre émission Espace Mini, de lundi à vendredi, malgré que ce soit toujours en différé, parce que je travaille en journée. Je suis très content de votre grand choix d'invités, en particulier mon cher DP, Bernard Ouena, ainsi qu'Alendo, que sans oublier vous-même le grand modérateur. Je suis à Marseille, au sud de la France. Bon, c'est vrai qu'elle est encore en train d'écrire, hein. Peut-être on verra la suite tout à l'heure. Quelqu'un d'autre me dit ici, bonjour monsieur Aïssi, pour ma part, je crois que le meilleur partenariat est le modèle BOT, Build, Operate and Transfer. C'est Nga Marie-Thérèse de Yaoundé. C'est vrai que je ne comprends rien. Peut-être vous allez nous expliquer, Madame Kedi. Build, Operate and Transfer, le modèle BOT. C'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs types de partenariats publics-privés. Il y a des partenariats où le privé va juste designer et par exemple transférer le projet. Vous voyez. Donc il finit de faire le design, tout ça, la conception en français, et ensuite il transfère. Mais il y a d'autres partenariats où le privé est capable de venir avec ses fonds, donc de build, de financer, de gérer. Et c'est un des problèmes qu'on a. Parfois, on veut le partenariat public-privé, mais on ne veut pas, par exemple, que le partenaire gère. Alors que pour certains projets, il est mieux de laisser d'abord le partenaire gérer, quitte à rétrocéder ensuite à l'État pour la suite. Parce que l'État n'a pas forcément la compétence de gérer certains projets. La rigueur, surtout, hein, parfois. Et l'État a souvent les mains liées. Il faut dire la vérité. Tu vas faire un partenariat, un truc dans une commune et il faut donner la boutique à la femme du sous-préfet ou à tel et tout. Ça diminue déjà la rentabilité. Tout à fait. Ce qu'on ne va pas gérer avec le partenaire privé, il est là pour son argent. Et lui, il te dit juste que, ok, dans les 1 milliard qui vont rentrer, tu as 500 millions, j'ai 500 millions. Mais parfois, comme on veut garder la main mise sur les fonds qui rentrent, on se dit non, vas-y, fais juste, tu nous transfères et on va gérer. Et c'est au moment de la gestion que parfois le partenariat privé tombe. Oui, Ibrahim. Allons-y, Ibrahim. Sur son bout, là, lui, il a un ancrage là-dessus parce que c'est des partenariats où le privé vient, il finance et puis il exploite au moins entre 15-20 ans avant de remettre à l'État. Donc il a mis son projet, il a d'abord mangé tout son argent. C'est quand il a fini. Il est rassasié. Il est rassasié qu'il met tu peux prendre. C'est pour ça que certaines personnes aiment se dire que on n'a pas de tracasserie au moins sur 15 ans. Bonjour Parfait, je peux juste donner un conseil à l'État. La partie transfert de technologie, c'est Paul de CCC. Qui le dit, mais vous n'avez donc pas donné le conseil. Bonjour Parfait, et là c'est un message du plus 49, c'est l'Allemagne, hein. C'est un conseil. Très bien. Bonjour Parfait, comme d'habitude, très belle émission. Puis-je avoir le contact de Maxime? Il s'agit d'une idée de formation que je souhaite partager avec lui. S'il te plaît, c'est Hervé de Dortmund. Hervé, appelez-moi après l'émission, hein. Je vais vous mettre en contact avec Ibrahim, mais que ce soit vraiment sur le plan professionnel. Parce qu'Ibrahim n'a pas de temps à perdre. Un autre message qui nous vient du plus 33, c'est toujours la France. Je connais parfaitement le Cameroun, puisque je possède un lien parental. Surtout, je rêve beaucoup de vous serrer la main physiquement. Un beau jour quand je viendrai au Cameroun. À très bientôt. Merci encore pour le plaisir que vous nous procurez. C'est Philippe depuis Marseille. C'est Philippe qui nous a d'abord envoyé le message tout à l'heure. Monsieur Mouliam, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est que il y a certains éléments qui attirent les investisseurs dans un pays. Les études ont été faites. Il y a la sécurité. La sécurité. Il y a la justice. Ouais. La qualité de la justice. Parce que quand la justice n'est pas équitable et juste, ça recherche les investisseurs. Parce qu'un investisseur, que ce soit international ou bien national, doit se rassurer qu'en cas de litige, la justice est rendue normalement. Ce sont les éléments qui... Et qu'on ne va pas le flouer. Voilà. Il y a la fiscalité. Il y a la fiscalité et il y a la corruption. Donc je pense que
Pour le cas du Cameroun, ça commence à être compliqué hein, pour toutes ces garanties que vous avez énumérées. C'est justement pour ça que le Cameroun peut être éligible. Ce sont ces éléments. Parce que quand vous prenez la justice, je passe. Vous prenez la corruption. Ça va aller, parfait. Ça va aller. Il faut croire comme moi, je crois en ce pays-là. Tu vois donc, moi, je ne suis pas un croyant. Moi, je crois des faits. Tu vois donc pourquoi, connaissant tous ces éléments-ci, mais pour l'émission visait à rendre les Camerounais, à renforcer le mental des chefs d'entreprise camerounais pour qu'ils sachent que lorsque je dois m'engager dans un contrat avec l'État du Cameroun, voilà les leviers sur lesquels je dois m'appuyer et me rassurer. Bon, heureusement que le cadre juridique, il y a eu un cadre juridique, la directive CEMAC, qui a intervenu en 2025 dans le secteur des partenaires publics-privés, et que le Cameroun avait sa loi de 2023 est en train de s'arrimer à cette directive de la CEMAC. Nous espérons que le cadre juridique sera sécurisant puisque il relève d'une norme sous-régionale. Très bien. Maintenant, il faudrait donc qu'on travaille sur les autres aspects afin de garantir la sécurité des investisseurs pour que le partenariat public-privé puisse être gagnant-gagnant. Vous savez pourquoi j'adore cette émission? Parce que tout le monde nous écoute, hein, y compris les experts. Quelqu'un revient sur la stratégie BOT tout à l'heure. C'est vrai que les experts sur le plateau avaient déjà expliqué. Il n'est pas loin de là. Je vais encore lire son message. Il dit bonjour le sac. Bonjour, parce que j'ai avoué tout à l'heure que je n'y connaissais rien. Il dit bonjour. Le BOT, c'est le modèle dans lequel le partenaire privé utilise l'ouvrage pendant un temps et le rétrocède à l'État. Mais il faut faire attention. Ce modèle même est très compliqué. Dans notre contexte, les maintenances dans le cas des BOT pose problème. Et Limbi disait ce week-end qu'il y a un problème d'homme. J'ai été dans un projet de ce type au PAD. Si je raconte ça, on aura l'impression que je raconte un film d'horreur. C'est Rachid, architecte à ONAC. Madame Kedi, je vous laisse au sort de conclure cette émission. Encore une fois, le contrat. Vraiment, lorsque nous, on a vu tous ces différents types de PPP, on insiste sur le contrat, ce que tu mets dans le contrat. Il faut bien cadrer. Il faut bien ficeler. Je vous dis qu'il y a des pays où on s'assoit pendant 1 an, plus, pour écrire un contrat. Pour tout ficeler, parce que si ce n'est pas écrit à l'intérieur, et je vous dis que le PPP même nous permet de réduire la dette. Oui, parce que si le financeur privé vient avec son argent, et que vous avez juste une contrepartie à apporter, ça réduit la dette. Maintenant, tu dois juste accepter le retour, c'est-à-dire qu'il a donné son argent, c'est normal qu'il mange un peu aussi le retour, et ensuite que toi aussi tu as une partie. Et il y a plusieurs types de paiements à l'État. On peut payer juste à la disponibilité de l'ouvrage, ou on peut payer en fonction des rentrées, de ce qui rentre dans le projet. Il y a plusieurs types de paiements. Donc pour moi, en fait, pour conclure, le PPP est très important si on arrive à allier l'importance de l'intérêt général que le public porte, quand le public porte cet intérêt général, avec l'efficacité du secteur privé. Dans beaucoup de pays, on met en place des pôles de compétitivité et d'attractivité des territoires. On dit quelles sont les priorités publiques. On amène le privé à s'intéresser aux priorités, à développer des compétences, à amener des technologies. Et là, à ce moment, l'État et le privé se tiennent par la main. Et à ce moment, le PPP peut être très intéressant pour un pays. Dites-moi encore que les femmes n'ont rien dans la tête. Et moi, je vais rétorquer faux. Madame Kedi n'est pas simplement une belle femme, elle a surtout de la compétence. Merci, madame, d'être venue ce matin. Merci. Vous méritez le titre d'experte et de PDG. Merci. Voilà. Et on va étudier votre dossier. On verra dans quelle mesure on va souvent vous inviter dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Nous disons donc merci à ceux qui nous ont regardés ce matin. S'il fallait vous attribuer une note, comme je suis très rigoureux, je vous donnerai la note de 16,5 sur 20. C'est déjà très bien pour un début. Voilà, pour un début. Je souhaite que vous atteigniez 19,115. Ce serait pas mal. Merci à M. Molion, merci à Ibrahim Maxime Julien, Alain Doum nous accompagne tous les matins. Infiniment merci à Madame Kedi Estelle Marthe. Elle me rappelle une autre Madame Kedi. Je ne sais pas si c'est une affaire de Kedi. Cette femme également est d'une intelligence rare. Ibrahim, tu connais cette Madame Kedi? Je connais de qui tu parles. Elle est d'une intelligence rare, une éloquence en nul autre pareil. Elle fuit la télé. Mais elle ne veut pas venir parler à la télé. Elle ne veut pas qu'on la voit. Banque intellectuelle. Nous, on n'aime pas la télé. Je vous dis, elle est d'une intelligence rare. C'est-à-dire que
connaît. Pas très loin de vous, Madame Kedi. Nous lui adressons, je l'appelle ma grande sœur chérie. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?